Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Ici Thibaut et je suis accompagné encore une fois par Emeric. Salut tout Bonjour le monde. Emeric. Donc du coup on est là pour vous parler un petit peu des commandants d'Ikoria. Emeric est resté avec moi parce que comme il a fait avec moi l'analyse des commandeurs 2020, ça semblait logique qu'il soit là également pour Ikoria vu que c'est l'édition qui est liée à ces decks commandeurs. Autant faire d'une pierre deux coups et en parler ensemble. Mm, Voilà, ça semblait c'est vrai. logique. Jusque là. Surtout qu'il y a pas mal de trucs à dire non, Ouais. pour certains, donc Eh oui, oui, il y a pas mal de choses à dire. Donc, petit rappel. Donc, du coup, vu qu'on est en période de confinement, j'espère que vous restez bien chez vous. On organise tous les samedis un tournoi, le Saturday Night Commander. Là, on a eu le premier qui s'est réalisé du coup hier soir. Ça s'est bien passé. On a eu quelques problèmes techniques, mais bon, on pouvait pas y faire grand chose. Mais voilà, qui se déroule sur notre Discord sur Cocatrice. Et à la fois, vous pouvez le regarder en live en plus derrière sur Twitch. Donc bon, j'espère que vous viendrez pour le prochain, du coup, qui se déroulera ce samedi à 21h. Sinon, vous pouvez suivre la tour de commandement sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram, et vous avez notre adresse mail si jamais vous avez des messages un peu plus longs à nous adresser. Donc voilà, n'hésitez pas à la suivre du coup pour être un petit peu au courant de tout ce qui se passe autour de la tour, surtout en ce moment où ça carbure pas mal, il faut le dire, avec tout ce qui se passe dans Magic, tous les spoilers, mm. tous les nouveaux produits qui nous arrivent dans la tronche. C'est plutôt pas mal. Et derrière, n'hésitez pas à venir nous soutenir. Encore des gens qui nous soutiennent, des nouvelles personnes qui viennent nous soutenir sur Utip et Tipeee financièrement. Ça fait du bien, voilà, en regardant quelques publicités, en achetant des goodies ou directement en donnant des sous contre une contrepartie. Ça nous fait plaisir et ça fait du bien à la chaîne. Bref, voilà, la publicité est finie. Vous pouvez remettre vos oreilles en marche. Et du coup, on va parler un petit peu des différents commandants de l'extension Ikoria. Et on va vous parler de chacun des commandants individuellement, en parlant un petit peu de sa place dans le format finalement. Qu'est-ce qu'on peut construire autour, dans quel deck ils peuvent s'intégrer éventuellement, parce que bon, les créatures légendaires peuvent s'intégrer dans d'autres decks, il paraît, voilà, ça arrive. Donc pourquoi pas jouer ces créatures-là dans un autre deck qui sera content de les avoir. Et voilà, et on va parler éventuellement de quelques cartes pour pouvoir les jouer. Tout ça dans un temps fortement limité. Non, mais bon. Voilà, on va faire en sorte que ça ne soit pas aussi long que nos analyses des decks Commander 2020. Enfin, on va essayer. Donc, le premier commandant monocolore de cette extension, c'est un commandant rouge, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de monocolores dans cette extension. C'est Hidaro, monstre errant, qui est un dinosaure et tortue terrestre, qui coûte 7 dont 2 rouges, une 8-8 piétinement célérité. Il a recyclage pour 2 dont 1 rouge, donc vous pouvez vous en défausser depuis la main en payant ce coup-là pour piocher une carte. Et quand vous recyclez Hidaro, mélangez-le dans votre bibliothèque depuis votre cimetière. Si vous avez recyclé une carte appelée Hidaro, monstre errant, au moins 4 fois pendant cette partie, mettez-la sur le champ de bataille depuis votre cimetière à la place. Faites ceci avant de piocher. Intéressant, mais complexe, vu que c'est quand même une... Enfin, si c'est notre commandant, ça va être difficile de le remonter dans la main, surtout en mono rouge. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est pas vraiment une carte qui va s'intégrer beaucoup en tant que commandant. À moins que tu aies Ouais. quelques Bah, options à proposer. en vrai, le plus compliqué, je pense, c'est de si on l'a en. Bon, admettons, peu importe le deck qu'on joue. Hein. Mais si on l'a en tant que commandant, Mm. tu peux probablement. Bah, il y a le. Command Beacon. Ouais. Pour le remettre dans ta main, puis tu le recycles. Puis tu le remélanges. Et après, par contre, il faut aller le chercher. Et ça, c'est. Ouais. Ça, c'est assez Après, le complexe, truc, quoi. c'est que le fait qu'il y ait un changement de zone dans les règles, peu importe où était votre commandant à l'origine, je veux dire, vous le recyclez, vous pouvez très bien le remettre dans la zone de commandement en réponse. Mais le problème, c'est que, comme tu disais, un command beacon, ça a l'air d'être une solution, mais c'est une solution unique. Voilà, Ouais. ça a une utilisation unique, à moins de pouvoir rejouer depuis le cimetière vos terrains. Et du coup, comme on Ouais, est ouais, en ouais. mono rouge, ça ferait qu'il n'y a une seule carte qui fonctionne, c'est creuser des mondes. Donc t'es là, hmm. J'ai un sacré doute sur un build autour de lui. Par contre, dans un deck recyclage, un Ouais. des commandeurs 2020, moi je pense que c'est une carte assez solide. Hein. Voilà, pour 2, une créature qui se recycle pour piocher, et qui en plus a un trigger, enfin qui se remet dans la bibliothèque. Du coup ça fait que ta bibliothèque, elle est techniquement, t'auras toujours une créature avec le recyclage dedans.
Et puis Ouais. derrière, qui est quand même une piétinement célérité 8-8, c'est quand même intéressant. Je veux dire, il y a quand même un bon body aussi. Ouais, non, ça peut être pas mal dans un deck recyclage, Sympa. mais pas en tant que commandant. Non, clairement. Enfin, le build semble trop compliqué pour que ce soit intéressant. Tout Ouais. ça pour avoir ensuite une. En fait, le temps que vous allez mettre des ressources pour essayer de mettre en place votre truc pour que comment le 4ème recyclage arrive. Les autres auront déjà un board ou quoi que ce soit, donc. Ouais. Je pensais au portail intermittent à la limite si on arrive à pour le renvoyer dans sa main, mais je sais pas, ça semble super compliqué quoi. Il y a des trucs qui... Ouais, ça a l'air complexe de builder vraiment autour de lui en tant que commandant. Clairement, ouais. Le suivant, lui, un petit peu plus appréciable. Ouais. Il s'agit de Kogla, le singe titan, pour 3 vert. C'est une créature grand singe, 7-6. Quand il arrive sur le champ de bataille, il se bat contre jusqu'à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. À chaque fois que Kogla attaque, détruisez un artefact ciblé ou un enchantement ciblé que le joueur défenseur contrôle. Et pour 1 et 1 vert, renvoyez un humain ciblé que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Kogla acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Petite référence à King Kong, légère, hein. Légère, on dirait. Ouais. Il y a un indice. Il y a plusieurs Ouais. indices. Il y a beaucoup d'indices même quand on regarde bien. Ouais, bah là, moi, ça, ce qui me vient en tête quand je vois ça, c'est Mono Green. Viens, on se bat. Tribal. Donc tous les effets comme le coup de poing de l'ours, enfin avec l'ours, peut-être un moyen de le rendre indestructible de façon permanente avec la plaque de son brassier. Enfin, ça va être un. Ce sera pas du Voltron parce que notre commandant a déjà des stats très sympathiques. Oui. Mais ça va être de protéger le commandant et d'attaquer avec. Bon, n'espérez pas atteindre des niveaux de compétitif incroyables avec, mais Bah, en tout cas disons... il est sympa. Et il lui faut aussi un bon tas d'humains aussi dans le deck pour pouvoir lui donner indestructible temporairement. Donc pour ça Après, il y a le. comme tu dis, Comment hein, il s'appelle, simplement le lui donner humain. un moyen d'être indestructible de manière permanente et pas uniquement avec... Ouais. ou sinon, moi je pense à ascétisme en enchantement. Parce que bon voilà, lui donner la défense talismanique et lui permettre de se régénérer, ça a l'air plutôt sympa. Ouais. Donc, T'as l'autorité de l'alpha aussi. ouais, mais c'est vrai que ça fonctionne pas mal. Disons qu'on est sur des cartes qui vont lui permettre de pouvoir survivre bien. Et j'aime bien en fait son double effet, c'est-à-dire le fait d'un côté d'avoir ce tricks, enfin ce déclenchement à l'arrivée en jeu, allez hop on se bat, grosse patate dans ta tronche. Qui plus est avec sa capacité activée, du coup bah, ça peut le rendre indestructible au cas où il y aurait une réponse, un tricks de combat, tout ça, enfin un boost. Bon, c'est pas super présent dans le format, mais ça peut toujours arriver. Et derrière, honnêtement, sa capacité déclenchée à l'attaque, elle est vraiment sympa. Parce qu'il permet de détruire les artefacts et enchantements de manière récurrente à l'attaque. Moi, je trouve ça plutôt cool. C'est vraiment efficace. Et après, si vous décidez de le mettre dans les 99, bon bah tous les decks Mayael, tous les decks Samut, tous les decks, enfin les decks gros monstres, ils seront plutôt contents, je pense, de l'avoir parce qu'au final c'est un anti-bet hein, quand il arrive en jeu. Et d'ailleurs, on peut répondre. Ouais, hein, on peut répondre à l'activation, enfin à l'arrivée sur le champ de bataille en renvoyant un humain. Oui. Bon bah voilà. Ouais, non, mais... Oui, c'est pour ça qu'il y a une certaine sécurité qui peut se construire autour. Très très sympathique. Ça, c'est un petit commandant fort sympa. Ouais, puis c'est King Kong, hein, donc. Voilà. Alors, on va attaquer les cartes multicolores parce qu'il y en a une chier dans cette extension en commandant. Et on a un cycle du coup que vous aurez probablement vu d'une manière ou d'une autre, ce sont les zéniths. Et on va commencer avec le premier d'entre eux, c'est Brokos, Zénith de l'éternité, qui est du coup pour 5, dont un noir, un vert et un bleu. Un cauchemar bête et élémental 6-6, avec un coup de mutation pour 5, dont un hybride bleu-noir et 2 verts. Voilà, donc je vous rappelle la mutation pour ceux qui n'auraient pas suivi les decks Commander 2020. En gros, vous pouvez lancer ce sort pour son coup de mutation à la place de son coup normal. C'est toujours un sort de créature, hein. C'est juste qu'il est lancé en mutation, un peu comme un sort d'éphémère ou des rituels que vous aurez lancé en surcharge. Vous le mettez, vous allez pouvoir le mettre au-dessus ou au-dessous d'une créature non humain ciblée que vous possédez. Donc vous le lancez, vous ciblez une créature non humain obligatoirement. Il faut qu'elle soit non humain au moment où elle va être lancée, au moment où elle va se résoudre. Et derrière, vous allez pouvoir le mettre au-dessus ou au-dessous, un peu comme une aura.
Sauf que c'est très différent d'une aura. En gros, la créature mutante, elle va avoir les statistiques et les caractéristiques de la carte du dessus. Donc que ce soit Brokos ou celle sur laquelle vous avez muté Brokos. Donc sa force en endurance, son coût en mana, ses types de créatures, son nom évidemment. Et derrière, en fait, elle va avoir en plus les capacités de toutes les cartes qui sont en dessous. Voilà, donc ici, comme capacité, Brokos, il a piétinement à donner. Et vous pouvez lancer Brokos Zénith de l'éternité depuis votre cimetière avec sa capacité de mutation. Bon, alors ça, c'est pas réellement intéressant pour la créature mutée, mais ça donne juste le piétinement. Et le fait d'avoir une 6-6 aussi, quand même, pour 5 mana dans tous les cas, hein, que ce soit en mutation ou en coup normal, ça me semble assez intéressant. Le fait qu'il y ait une récursion possible depuis le cimetière aussi. Donc bon, Ouais. c'est pas forcément... je veux dire, bon, dans le Commander 2020, on a eu Otrimi, qui était quand même assez intéressante parce que justement, elle permettait de récupérer directement des mutations du cimetière. La Broco, c'est dans la même logique, très récursion, ce qui est plutôt sympa, ma foi. Donc ça s'intègre bien dans le deck Otrimi. Je sais que tu avais fait un test du deck, je pense que tu l'avais intégré. En cours. Est-ce que tu l'as intégré dedans, du coup, Brokos? Oui, ouais, il est dedans, il faisait partie des premiers que j'ai ajoutés. Bien Mhm. souvent, Brokos, il a envie d'être au-dessus de la pile en fait, de cartes que vous allez muter. Oui. Au début, je pensais partir sur Brokos tout seul au lieu d'Otrimi. Parce que je me disais qu'avoir accès à son effet était peut-être un peu mieux. Et j'étais parti sur tout ce qui fait qu'on a des effets quand on joue des cartes depuis le cimetière. Ah oui, aussi. Avec la Kelpie des rivières ou avec l'artefact de 2019. Il dit quand tu joues quand t'as une créature qui quitte le cimetière, tu mets une chauve-souris. Ah oui, les chauves-souris, oui. T'as aussi le... Ah mince, le hall des morts. Celui qui dit que quand tu joues tu pioches aussi une carte, comme la Kelpie. Ouais, Voilà. ouais, c'est ça. Intéressant. Voilà, c'est ça. Avec 2-3 effets de réanimation, etc. Mais c'était pas très concluant, donc... Bah ça a l'air un petit peu... ça fait un gros build-up pour juste pouvoir tirer un peu de value. Alors C'est que ça. Trimi, on est sur des statistiques similaires en plus. On est sur 6-6 Oui, piétinement. c'est ça. C'est ça. Et en fait, le truc, c'est surtout qu'on est dans les mêmes couleurs, donc on va Ouais. pas se priver du... Otrimi, en fait, a été designé pour penser le commandeur. Brokos fait partie du set classique, Oui, donc après... du coup, il s'intègre mieux dans un deck Otrimi que l'inverse. Ouais, je pense qu'il a aussi été designé avec Commander en tête, mais plus en tant que soutien de Otrimi, quoi. Ouais. Bah, surtout qu'Otrimi, tu peux la lancer pour 4 en mutation, alors que là, Brokos garde le même coup. D'ailleurs, Oui. c'est assez, je trouve ça assez étrange et assez intéressant. On en reparlera parce que tous les zéniths fonctionnent de la même façon. Mais en gros, on a ce système où, c'est bizarre, le coup de mutation est légèrement différent. Puisque du coup, on passe sur un double vert, donc le vert devient dominant, et on a cette possibilité de jouer avec le bleu ou le noir à côté. Donc du coup, ce qui fait que finalement, tu peux... Enfin, il y a une couleur qui devient dominante et ou deux autres qui deviennent secondaires en fait, dans le coup de mutation. C'est assez intéressant. Et c'est une couleur principale, donc là, pour Brokos, c'est le vert, et c'est ces deux couleurs ennemies qui sont la couleur... Ce sera comme ça pour tout le cycle, ouais. Le cycle est pensé de la même façon partout, hein. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant et que du coup, ça peut aussi rendre le cast en mutation plus facile. Voilà. Ouais, c'est vrai. Alors, sachant que je refais un petit topo sur la mutation, mais la mutation, en gros, peut aussi s'activer depuis la zone de commandement, sinon ce serait pas terrible. Et aussi, la taxe de commandement compte dans le coup de mutation, parce que le coup de mutation, c'est toujours le fait de lancer le sort, contrairement à Ninjutsu, qui est une capacité qui est activée, qui peut se déclencher depuis la zone de commandement. Voilà. Enfin, du moins le Ninjutsu de commandant. Et là, du coup, la taxe se compterait en plus à chaque fois. Mais du coup, étant donné que Brokos donne cette possibilité d'être relancé depuis le cimetière, c'est vrai que ça passe outre cette taxe, parce qu'en le mettant au cimetière, en le rejouant à chaque fois, ça peut être pratique. Mais voilà, il y a aussi de l'anti-cimetière qui existe dans le format, il paraît. Donc ça peut être toujours un petit peu dangereux de laisser son commandant là-bas. Donc c'est vrai qu'en support de Otrimi, ça a l'air plus intéressant. Bref. Le suivant, lui, est beaucoup moins gros. Non, c'est Kevil, Cheville, je sais pas. Le fléau des monstres, donc c'est une 1-3 humain et gredin pour un noir et un vert. Il a le contact mortel. Au début de votre entretien, si vos adversaires ne contrôlent pas de permanent avec des marqueurs primes sur eux, mettez un marqueur prime sur une cible, créature ou planeswalker qu'un adversaire contrôle. Et à chaque fois qu'un marqueur prime, qu'un permanent, pardon, avec un marqueur prime qu'un adversaire contrôle meurt, vous gagnez 3 points de vie et vous piochez une... Ça rappelle Matas, qui était dans le deck de Edgar Markov. Ouais. C'est...
Dommage d'ailleurs qu'ils aient pas des couleurs en commun, sinon l'un aurait pu intégrer l'autre et inversement. Mhm. Le Ben, design est intéressant, ouais. Je- mais ça va être complexe de créer un deck autour. Bon, après, il a Death Touch, donc c'est déjà ça. Donc on peut mettre n'importe quel équipement, style l'arc long viridien, c'est ça? Le nom du... Oula, oui, bah oui, il y a pas mal d'artefacts dans ce genre-là qui vous permettent d'engager la créature équipée pour mettre des blessures. Voilà, c'est... hmm. Sinon, pour jouer avec le coup du marqueur prime, il y a le chasseur de prime, qui est une créature de tempête qui vous permet de... Il peut s'engager pour mettre des marqueurs prime. C'est la seule autre créature qui utilise le mot prime, à part Matas, en tant que marqueur. Donc ça vous permet d'en mettre 2 par tour au lieu d'un. Et il y a aussi un chasseur en Lorwyn qui permet de détruire des créatures qui ont des marqueurs sur elles. Oui, en effet. Voilà. Je suis un petit peu frileux vis-à-vis de Cheville. Ouais. C'est que Oui, je bon, comprends. le problème principal, c'est que pour moi, en fait, c'est juste... il le fait pas de manière systématique, en fait. C'est vraiment... s'il n'y a pas de marqueur prime, tu peux en Ouais. mettre un. Mais sinon, c'est hors de question. Du coup, c'est pour Ouais, ça en que fait, moi, je préfère... il faut que tu t'assures de détruire la créature avant. Ouais. Enfin, c'est pendant ton tour, tu le mets, et avant que la table ait fait un tour, faut que tu aies détruit la créature Ouais. ou le permanent, du moins. Ouais. Je sais Mais pas. par contre, il a le bon goût de pouvoir détruire des planeswalkers. Enfin, de cibler des planeswalkers. Ouais. Après, bon, personnellement, je préfère ma tasse dans la même Ouais. stratégie, quoi. Complètement. Parce que c'est systématique et que, bon... il y a un intérêt aussi pour le reste de la table, là, c'est très solo, quoi. Parce que Matas fait piocher tous les joueurs, non? Tous les joueurs sauf le celui contrôleur. qui contrôle le permanent. Oui, voilà. Donc du coup, c'est... il y avait un certain intérêt politique à Matas, alors que chez Ville, il est plus dans le truc... ça pourrait même surtout se retourner contre vous, en fait, hein, comme situation. Parce que si vous faites de la value sur les créatures adverses et que les autres, ils doivent... enfin, comment dire, ils doivent juste subir un peu la situation... Ouais. Mais encore une fois, enfin voilà, on revoit ce truc où Matas avait été conçu pour le commandeur et le multi, là où chez Ouais. Ville, non. Ouais. Après, bon, voilà, je Mais bon. pense que dans les formats 1v1, ça sera un peu plus pratique et sympathique. Voilà. Le suivant, alors, Papy Moustache. Général Coudreau de Dranit, un humain soldat pour 3, dont un blanc et un noir. C'est une 3-3. Les autres humains que vous contrôlez gagnent +1/+1. À chaque fois que le général Coudreau ou un autre humain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, exilez une carte ciblée depuis le cimetière d'un adversaire. Et pour 2, vous sacrifiez 2 humains, vous détruisez une créature ciblée de force supérieure ou égale à 4. Bah, c'est sympa. Je veux dire, c'est... on n'est pas au niveau des commandants... Enfin, surtout du commandant principal, Jirina. Attends, c'est Jirina Kudro en plus, non? Oui, c'est sa fille. C'est sa fille. Oh mon dieu, je viens de remarquer un truc dans le lore. Ok. Mais il n'est pas au niveau de Jirina, donc c'est sa petite fille. Mais c'est assez intéressant en fait de voir... Bah déjà il y a du tribal humain, parce qu'il donne des boosts, ce qui est quand même très rare, on l'avait dit en parlant du deck Mardu. Et derrière, cette capacité qui est vraiment, enfin je trouve assez sympathique, parce que la gestion de cimetière en capacité déclenchée, récursive, ok, pourquoi pas. Et en plus de la gestion de créatures, bon certes ça demande le sacrifice, mais la gestion de créatures de manière récursive, c'est assez intéressant je trouve. Ouais, mais au-delà de... En plus, c'est même quand c'est un token humain qui arrive sur le champ de bataille, on peut enlever un... Même lui. Non, il est sympa. Après, du coup, bon, bah, le problème, c'est qu'il a énormément de concurrence, du coup, avec sa fille, justement. Donc, on préférera, je pense, le jouer à l'intérieur du deck Mardu que de le jouer tout seul. Ouais. Bah, surtout que, voilà, je veux dire, à un moment, les humains sont présents de toutes les couleurs de Magic. Bon, le bleu est peut-être celle dans laquelle ils sont le moins présents et le moins efficaces. Parce que, bon, après tout, c'est le bleu, quoi. Je veux dire, le bleu joue pas forcément énormément sur les créatures. Donc c'est vrai que se priver de certaines couleurs et de dire juste j'en joue 2. Bon, certes, celles dans lesquelles ils doivent être le plus présents, mais c'est vrai qu'il y a le rouge et le vert dans lesquels les humains sont encore assez disponibles. Donc se priver de ces couleurs-là, surtout du rouge, c'est dommage, quoi. C'est dommage. Donc on préférera jouer Jirina avec le général dedans, quoi.
Mais j'aime beaucoup, je veux dire, le design il est sympa, il y a pas mal de choses dedans. En plus pour son coup de mana, parce que c'est assez ridicule quoi. Je veux dire, c'est une antienne pour les humains qui en plus exile une carte d'un cimetière quand il arrive sur le champ de bataille pour 3 mana et 3/3. Ok, d'accord. Mm. Enfin, il fait pas mal de choses C'est pour c'est 3. un, Ça, c'est un peu cassé quand même, hein. Il y a Ouais, beaucoup, enfin c'est pas cassé, mais il y a beaucoup d'effets pour juste 3 mana. c'est vrai. Non, voilà, c'est assez. Puis c'est C'est une rigolo. 3/3, c'est même pas une mauvaise. Il a pas des mauvaises stats en plus pour le coup de mana. C'est Ouais. ça qui est impressionnant quoi. Ouais, il a des stats auxquelles on s'attendrait pour une 3/3. Enfin, c'est pour Mm. un 3 de mana. À 3/3 donc. Ouais. Ouais, Euh, violence. Bah, après, c'est une mythique, ça se comprend. Enfin voilà, c'est oui. sympathique. Bon, par contre, la suivante est beaucoup moins sympathique. Oui. Illuna, Zénith des Souhaits pour 2, un vert, un bleu et un rouge. C'est une créature légendaire bête, élémentale et dinosaure. Il a la mutation pour 3, un hybride rouge-vert et 2 bleus. Vol piétinement, c'est une 6/6. Vol piétinement, à chaque fois que cette créature subit une mutation, exilez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous exiliez une carte de permanent non terrain. Mettez cette carte sur le champ de bataille ou dans votre main. C'est quand même. L'effet est quand même fort, hein. Je suis désolé, mais en fait, on avait vu les spoilers, et je m'étais dit, quand je l'avais vu, wow, la puissance et tout. Mais je l'avais pas relu depuis. Et là, quand tu l'as relu, j'étais là, oh putain, mais c'est pas possible, quoi. C'est juste... Waouh, on est dans un effet d'une violence absolue, en fait, qui est assez Mhm. dingue. Parce Ouais. que, alors, je refais encore une précision sur la mutation, c'est à chaque fois que cette créature subit une mutation, ça se déclenche également si la mutation en question c'est Illuna en fait. Si vous lancez Illuna pour son coup de mutation sur une créature que vous avez déjà, peu importe que vous la mettiez au-dessus ou en dessous, la capacité va se déclencher. Parce que techniquement, elle va subir une mutation, c'est celle justement qui apporte cette capacité-là. C'est assez étrange comme système, mais voilà, ça fonctionne. Du coup, ce qui fait Mm. que techniquement pour 6, alors du coup vous pouvez changer les statistiques et dire bah Illuna va aller au-dessus, vous avez une 6/6 vol piétinement, ce qui est déjà très violent, hein. C'est quand même deux mots-clés ensemble de capacité d'évasion qui font très mal au cul, faut le dire. Ouais. Et derrière en plus vous allez pouvoir du coup poser, pardon, excusez-moi, vous allez pouvoir poser votre première carte non terrain du dessus de la bibliothèque gratuitement sur le champ de bataille. Ou alors, vous pouvez même décider de la mettre dans votre main quoi. Il n'y a aucune restriction au niveau du coup de mana, c'est pire que la cascade en fait. La cascade était déjà quand même assez fort, hein. En plus on sait les mêmes couleurs, je veux dire on a la même logique. Et t'es là, waouh. Ouais. Bah là, tu seras content d'avoir ton scroll rack, La toupie. ton support vert, ton. Tout ce qui va les mettre au-dessus de la bibliothèque ou qui va trier le dessus de la bibliothèque en fait, hein, à partir du moment où tu peux jouer Brainstorm en réponse, du coup mettre les cartes que tu veux Top. au-dessus de la bibliothèque depuis ta main. Ouais, Un tu peu peux. top un coup. Voilà, la toupie, tu peux faire pas mal de choses quoi. À partir du moment où tu peux scry un petit peu aussi, c'est pas mal quoi. Ouais. Tous les trucs qui font Après, bon, scry bah en voilà, début. Enfin, je veux dire, c'est plutôt classique quoi en fait finalement. c'est classique, mais. Mais c'est fort. En fait, Oui. la mécanique en elle-même est classique. C'est dire, écoutez, moi j'ai envie que le dessus de la bibliothèque on le contrôle, mais pourquoi ? Parce que je vais carrément cheater les coups de mana, peu importe ce qui se passe quoi. Après, il faut jouer pas mal de mutations aussi derrière. Je suis pas super certain de ça. Il y a beaucoup de cartes en fait en bleu qui te disent que des fois il faut que tu remontes des créatures dans ta main, tu vois. Et Ah donc du oui. coup, est-ce que ce serait pas intéressant de remonter Illuna, la rejouer? Oui, parce qu'il y a ça aussi, ouais, si tu remontes Parce qu'on Illuna est et quand même limité. Bah ouais, parce qu'on est quand même limité dans le format en fonction par rapport à son nombre de créatures qui ont la mutation. Mhm. Par exemple, je sais que dans le Autrimi, je dois en avoir une quinzaine seulement. Ouais. C'est vrai que ça limite pas mal parce qu'on est encore sur une mécanique qui est propre à Ikoria et qui va certainement le C'est ça. rester pendant un bon moment. Et donc, plutôt que de s'embêter à mettre des mauvaises cartes avec la mutation, on vaut mieux remonter Illuna et essayer de la rejouer le plus vite possible. Les shards de cristal, Par exemple. ça semble pas mal. Ouais. Dans le... Mais tu mets ça sur une créature à pas cher, comme. Ah Un bah il y a oiseau le. Il y a l'oiseau, ou il y a l'annonciateur. Tu sais, en Lorwyn, le cycle d'élémentaux, enfin de cartes tribales qui vont aller en chercher une et qui la mettent au-dessus du deck. Ouais. Donc si tu joues l'élémental, tu vas tuto un élémental, admettons, tu le mets au-dessus de ton deck, tu mutes Illuna dessus, ah bah désolé, ça va être mon gros truc.
Mhm. Bon après, enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, faut trouver quoi mettre au-dessus, quoi, mais... Ouais. Après voilà, quand on dit l'oiseau, je parle de l'oiseau de paradis aussi. Parce que Oui, bon, oui. du coup, il peut aussi permettre de... Enfin, il peut s'engager pour faire du mana et du coup permettre de lancer le coup de mutation de Iluna. Et puis du coup, si vous pouvez le remonter dans votre main et voilà quoi. Après, bon, comme on est en bleu, rouge, vert, on peut jouer de très grosses cartes qui tâchent avec ces couleurs-là quoi. Je veux dire, en bleu, on peut jouer Omniscience en permanent, si vous voulez vous amuser. Le fun est présent. En vert, qu'est-ce qu'on peut jouer Bah tiens, on peut jouer la convergence des guivres de sable, comme ça du coup on a... Parce que bon, c'est aussi un enchantement, ça permet d'empêcher le vol d'attaquer, et en plus de l'autre côté de faire des jetons. Ce qui peut être assez pratique, mine de rien. Non mais de toute façon, je pense que le but ça va être vraiment de baser sur du gros good stuff, quoi, et contrôle dessus de bibliothèque, et puis voilà quoi. De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Je veux dire, c'est une stratégie qu'on a déjà vue, mais qui a l'air encore plus simple là avec Iluna, quoi. Je veux dire, j'avais Rashmi qui galérait à faire des trucs parce que fallait absolument que le coup converti de mana soit inférieur à celui du sort lancé. Bah là, il y a Iluna qui dit moi j'en ai rien à faire du coup de mana. C'est horrible. Par contre, faut que ce soit des permanents. Là, c'est la différence aussi. Oui. Non, bon, intéressant. Bon, par contre, le suivant, faut qu'on en parle. Le suivant, c'est Kinan Prodige Breeder, une créature légendaire humain et druide pour un vert et un bleu, c'est une 2-2. Et à chaque fois que vous engagez un permanent non terrain pour du mana, ajoutez un mana de n'importe quel type que ce permanent a produit. Et pour 7, dont un vert et un bleu, vous pouvez regarder les 6 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature non humain parmi elles. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Est-ce qu'on a Alors, besoin de ça? j'aime bien Simic, hein. J'adore Simic, c'est une de mes combinaisons de couleurs. De toute façon, vert, bleu, vert, rouge, voilà, vous le savez, ce sont mes combinaisons de couleurs que j'adore, en bicolore. Mais là, il y a peut-être un petit peu le craquage total quand même. Hein. Que dire? C'est trop puissant, c'est beaucoup trop fort, le commandant est trop peu cher pour ses effets. Parce que, enfin, je sais pas, enfin... Calculons un petit peu, hein, mais bon, dans le format, on a une chier de cailloux. On a, voilà, enfin bon, on a Mana Crypt, Mana Vault, on a Anneau Solaire, on a tous les cailloux à 2, on a caché l'ésotérisme, on a tous les cachets, on a tous les talismans, on a tous les cailloux à 3 qui sont vraiment très bons, lanterne chromatique, on a sphère du commandant, enfin bon, je peux vous faire un listing, hein, il y en a une chier. On est dans un format qui joue les cailloux. Et avec le vert, on est dans un format aussi qui joue énormément de mana d'orque. Tous les elfes de Lianovar, les elfes mystiques, tout le bazar, les oiseaux de paradis. Tout ça, ça existe dans notre format. On le sait. Et c'est des trucs qui sont très joués généralement. On va pas se mentir, hein. C'est très joué. Et on nous dit, tout ça, on peut faire un mana supplémentaire maintenant. Alors certes, on a vu la ligne lait verte qui était sortie et tout, mais là on parle d'un truc qu'on sait qu'on va avoir sur le champ de bataille à un moment X ou Y, et qui plus est qu'on peut avoir dès le tour 2. Je suis désolé, mais là il y a eu un craquage total au niveau de la conception. Alors vous allez me dire, oui bah ça va, c'est sympa le mana supplémentaire. Oui, mais le problème c'est que derrière il y a la capacité activée qui va s'activer d'autant plus facilement, parce que, imaginons, hein, ça veut dire que vous avez besoin que de 3 mana d'orque, enfin ou de cailloux, plus un terrain, pour pouvoir l'activer. Mais en fait, ce qui est juste abusé avec Kinan, c'est que à partir du moment où t'as Kinan et ton monolithe de basalte, t'arrives à avoir du mana infini, incolore. Donc à partir de là, enfin, quand t'as une combo, c'est connu que quand t'as une combo qui est de 2 cartes et que pour faire quoi que ce soit, hein, que ce soit pour gagner ou pour faire du mana infini, parce qu'en général avec mana infini tu gagnes après. À partir du moment où t'as une combo qui constitue 2 cartes et que t'as une de ces cartes qui est dans ta zone de commandement, bah, c'est un problème quoi. Enfin. Bah, surtout que ça permet une win tour 3 en fait, quand tu regardes. Parce que t'es là. Ouais. Enfin, et en plus, t'as besoin que de 2 cartes dans ta main, techniquement, pour faire en sorte que la win soit assurée. C'est. Enfin bon, 2 cartes, oui, non. Disons que le play optimal, ça serait d'avoir d'un côté au moins un terrain, un mana d'orque, et derrière ton monolithe de basalte, et ta baliste ambulante. Voilà. Ouais. Mais, bah, tu fais Tourin, forêt. Voilà, Tourin, forêt. Tourin, île, Lotus Pétale. Oui. Tu craques Lotus Pétale, tu joues Kinan avec ton verre qui flotte, tu fais Worldly Tutor et tu vas mettre baliste au-dessus du deck. Ok, d'accord.
T'as déjà fait 50% du boulot. Pourquoi avec ton verre qui flotte? Parce que pour jouer Kinan, il faut que t'aies craqué Lotus Pétale. Oui, mais tu fais du verre avec Lotus Pétale. Donc vu que t'as engagé un permanent non-terrain pour du mana, tu vas produire un autre mana. Oui mais non. Parce que Kinan n'est Ça pas marche sur pas le le champ de Lotus bataille au Pétale? moment où le Lotus Pétale est craqué. Ouais, bah tu mets un Mox de Chrome, on s'en fiche. Enfin bon voilà, mais vous avez compris l'idée. Le but c'est de faire en sorte de pouvoir démarrer bien. Parce qu'après tu peux tout simplement aussi dire ouais bah j'ai 3 terrains en main, j'ai mon monolithe de basalte et je vais tuto. Ouais non, enfin c'est débile. Je veux dire, le problème en plus c'est que derrière, enfin bon, ne serait-ce que déjà cette combo infinie, d'accord, ok, c'est sympa. Mais le problème c'est aussi la capacité activée derrière quoi. Il y a Ouais. aucune restriction. Enfin si, il y en a une. Non humain. Oh mon dieu, ça va être compliqué de jouer un deck sans humain dans le deck. Waouh, Bah t'as un quand deck même bleu-vert. envie d'avoir Urza dans le deck. Voilà, vous avez pas envie d'avoir Urza dans le deck. Bah si, justement. Enfin si, T'as vous envie auriez bien d'avoir envie, mais voilà, vous allez pas pouvoir. Mais bon, après on s'en fout, je veux dire, c'est... Je sais pas, c'est... 5 cartes vous pouvez recycler pour... Enfin, un peu comme vous pouvez look pour dire allez hop, je vais mettre une créature gratuitement sans aucune restriction. Je veux dire, ça peut être les plus grosses créatures du jeu, c'est... Je sais pas, c'est beaucoup trop fort pour ce que c'est. Je suis désolé, mais là, il y a une erreur de conception Une énorme. erreur de design. Mais cette carte-là, en fait, pour moi, elle devrait coûter au moins 3 mana de plus, en fait, pour être lancée. Et encore, on est en vert bleu, quoi. Donc, gagner du mana, c'est pas Oko, mais c'est pas loin. Bah, disons qu'Oko permettait de gérer pas mal de choses. Kinan, là, il permet de faire des trucs débiles, c'est différent. Ouais. Bon, le suivant est un petit peu moins pété, mais quand même. Netroy, Zénith de la Mort. Pour 2, un blanc, un noir et un vert, c'est une créature légendaire 5-5, chat, cauchemar et bête. Elle a la mutation pour 4, un hybride vert-blanc et 2 mana noirs. Il a le lien de vie et le contact mortel. Et à chaque fois que cette créature subit une mutation, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière n'importe quel nombre de créatures de force totale inférieure ou égale à 10. Ouais. Waouh. Ça me rappelle Protean Hulk. Ouais. Sauf que là, c'est les cimetières, quoi. C'est... Ouais, mais Oui. Non. Tu peux remettre ta Protean Hulk. Oui, tu peux remettre ta Protean Hulk et du coup le faire... Ah, je resacrifie ma Protean Hulk, tiens, je veux muter à nouveau, paf paf paf. Donc ouais. C'est... assez intéressant. Après, du coup, c'est vrai qu'on est en blanc, noir, vert. Bon, l'avantage, c'est que du coup, ils partagent 2 couleurs avec le Sultai, qui est quand même la combinaison tricolore qui a le plus de mutations. Enfin, il me semble. Oui. Oui, du moins qui a les mutations les plus pertinentes aussi. Donc du coup, c'est envisageable largement de le... Surtout que le blanc aussi a pas mal de mutations sympas. Hein. Voilà, on en parlera dans l'analyse des extensions. Mais c'est vrai que c'est largement possible de le muter plusieurs fois et d'avoir cet effet qui se déclenche. Après, c'est intéressant parce que c'est aussi de la récursion. J'ai l'impression qu'il y a un petit complexe du côté des mutations en fait concernant la récursion des cartes. Parce que, ça peut donner lieu à des synergies un petit peu stupides, je pense. Ouais. Donc Netroy, hein, c'est une cuve à combo. Hein. Vous allez pouvoir mettre tout ce que vous voulez en Abzan dedans. Vous jouez Buried Alive, vous allez mettre votre combo au cimetière, vous avez votre mana d'orc, vous mutez Netroy dessus, la combo revient, vous avez gagné. Mikaeus Ballist. Mikaeus Ballist, tu peux mettre Karmic Guide avec le Sirlian. Réveillarc. Oh mon dieu. Tu peux mettre Felidar Guardian, tu peux mettre Ange de la Restoration Angel, c'est quoi le nom en français Ange de la Restauration. Voilà. Tout, on peut tout mettre, c'est pas grave. On peut mettre toutes les combos et synergies entre créatures. En fait, voilà. Non, mais c'est ça, je pense que le deck, tu le construis avec genre 5 ou 6 combos dedans, et puis voilà. YOLO. Et puis roule, quoi. La Lami, de Teros, le serpent, qui fait que quand elle arrive en jeu, tu peux aller en chercher un. Ah, en plus, tu peux jouer, quand tu joues des cartes du cimetière, il est content, donc ouais. Ouais. En effet, il y a vraiment des trucs. des grosses synergies, des combos stupides possibles. Après, c'est vrai qu'ils ont quand même été pas couillons. Le coup de mutation est à 7 dessus. Mais on a du vert dans les couleurs de Netroy. Donc du coup, faire du mana, c'est pas vraiment un problème, quoi. Ramper, c'est pas un problème non plus. Donc voilà, c'est assez intéressant.
je trouve ça assez intéressant. Après, à voir, c'est vrai qu'on a aussi, enfin, on a le noir dedans, donc du coup, on a tous les tutos du monde. Ouais, c'est très intéressant. Mais par contre, c'est complètement différent du deck Abzan qu'ils nous ont proposé dans le Commander 2020. Je pense que c'est une mauvaise idée de proposer une strat comme ça dans un préco. Oui. Ah non, oui, mais je veux dire, on est quand même sur une carte qui, à mon avis, ne s'intègre pas vraiment dans le deck 4. Oui, oui. Ah non, complètement pas. Mhm. Ah, quoique, Autant. attends. Quoique. Parce que j'ai vu vos commentaires sur le deck, justement, en 4 îles, et il y a peut-être une légère synergie. C'est-à-dire, on avait dit que le deck 4 îles, en fait, avec du coup ces marqueurs mots-clés, c'était intéressant de le jouer en plusieurs temps. Donc, du coup, on avait le premier temps qu'on avait dit avec Audric, deuxième du nom, qui partage les capacités, tout ça. Le deuxième temps avec 4 îles. Et du coup, on pourrait imaginer avec un troisième temps avec Nitroy, en fait, qui va te ramener des créatures avec les mots-clés directement depuis le cimetière sur le champ de bataille. Mhm. Parce que quand Catherine a mis ses mots-clés, les créatures au cimetière ne servent plus à grand chose en fait. Si Catherine est toujours sur le champ de bataille, qu'elle a gagné ses marqueurs et tout. Donc du coup, avoir Nitroy qui vient et qui dit ok, on va ramener une partie des buddies qui étaient au cimetière, qui ont donné les mots-clés sur le champ de bataille, ça peut être sympa. Ouais. Donc bon, il peut y avoir, ça peut être un outil supplémentaire. Mais c'est pas non plus ultra synergique quoi. C'est voilà, comment est-ce que vous allez monter Catherine. Ça peut être une proposition à mettre dans le deck en plus. Qui reste, ma foi, ça c'est intéressant quoi, parce que bon, Catriel joue avec le cimetière, Nitroy ranime, voilà quoi. Ce qui plus est, en plus, Catriel, on avait dit qu'on pouvait très bien faire du sacrifice autour. Mhm. Voilà, on a du noir-vert quand même dedans, histoire de mettre justement les créatures mots-clés dans le cimetière pour Catriel derrière. C'est envisageable, j'ai l'impression quand même. C'est envisageable, ouais. Mais ce serait gâcher le potentiel de Netroy, quoi. Ouais, de le mettre en buddy de Catherine alors que t'es là, mais attends, mais je suis strictement ça. meilleur. Bah ferme ta gueule, Oui, c'est moi le voilà. commandant. Quoi? C'est un peu ça, ouais. C'est moi le chef. Ah ouais, mais moi je suis meilleur. Je m'en fous. C'est moi le chef. C'est ça. La suivante, ah je l'aime beaucoup. Pourquoi je l'aime Bah, beaucoup? on Parce qu'elle est continue. bleu rouge. Ouais, on va continuer. Hein. C'est Riel l'éterniciante. Un humain sorcier qui coûte 3, dont un bleu et un rouge. C'est une 0-3. Eh oui, il n'y a pas beaucoup de force. Mais elle gagne plus 1 plus 0 pour chaque carte d'éphémère rituel dans votre cimetière. Et à chaque fois que vous défaussez d'au moins une carte pour la première fois à chaque tour, piochez autant de cartes. J'aime beaucoup la deuxième capacité. Parce que bon, soyons honnêtes, la première, je m'en fous un petit peu. J'ai pas envie vraiment d'attaquer avec une créature qui a que 3 d'endurance. Mais ce qui est assez intéressant en fait, c'est le fait que c'est à chaque fois que vous défaussez d'au moins une carte pour la première fois à chaque tour. C'est-à-dire que si, je sais pas, vous faites réunion cathartique, que vous défaussez deux cartes, 5. tu pioches 2 tu pioches 2 pour les cartes que tu as défaussées, et ensuite réunion cathartique qui est censée te faire piocher 3, bah du coup va te faire piocher 3 quand même. Donc tu pioches 5 au total, tu récupères les cartes que tu as défaussées en fait d'une certaine façon, et ensuite derrière tu repioches 3. T'es là, alors écoutez, j'ai pioché 5 pour 2 mana, ok. En rouge, ok, tout va bien. Donc ouais, je pense, de toute façon tous les effets de looting, honnêtement là c'est auto-inclus. Si vous voulez le jouer. Mais tous en les fait, effets de loot, les wheels, des wheels, je veux dire, le match du bazar qui devient vraiment fort du coup. oui, c'était match du bazar, Tu l'engages et tu défausses 2 pour des. Non, tu pioches 2 puis tu défausses 3. Puis tu défausses 3, donc du coup, comme tu défausses de 3, tu pioches 3 à nouveau, donc t'as pioché 5 au total. Ouais. What? T'as quoi? T'as les Bah, tu peux jouer le bazar directement. Ouais, mais qui peut se permettre de jouer un bazar? Qui peut se permettre de jouer un bazar de Bagdad dans l'assistance? Ouais, non, ouais, c'est. Les Ventolarians, tu défausses ta main, tu repioches autant de cartes pour 2. Ouais, voilà. Enfin, tous les trucs qui font des effets de wheel, en fait, c'est encore plus fort. Et du coup, ça s'intègre extrêmement bien. Déjà, dans le deck recyclage, c'est plutôt pas mal. C'est cool. C'est un petit ajout sympa. Mais pour moi, si tu joues avec les partenaires, du coup, le Shark et le Shark Rider, tu le joues dedans avec tous les effets de wheel, mais c'est d'une puissance démoniaque, quoi. Ouais. Parce qu'en plus, la créature qui gagne les marqueurs en piochant, tu me contrediras si je me trompe, mais c'est le poisson, enfin c'est le requin. Oui. Du coup, ce qui fait que c'est le requin qui gagne les marqueurs, le requin auquel tu peux donner le piétinement avec ton buddy. Ouais. Et tu gagnes plus de points de vie. Oh là là, mon dieu, mais c'est débile. Est-ce que la carte interdit, ça te dit quelque chose? Interdit.
Alors attends, Ouais. on va aller jeter un coup d'œil, heureusement qu'on peut faire les Alors, recherches. pour ceux qui savent pas, interdit, c'est un contre qui date d'Exode. Je sens le truc débile. Donc, c'est assez vieux. Hein. Donc, pour 1 et 2 bleus, en gros, c'est un contre. Ok. Pour 1 Ouais. et 2 bleus, contrecarrer le sort ciblé. Sauf qu'il avait un coup de rappel. Et le coup de rappel, c'était défaussez-vous de 2 cartes. Oh putain. Oh mon Donc, du dieu. coup, maintenant, c'est pour 3, je te contre et en rappel. Donc, le rappel, du coup, ça va remonter dans ta main. Et je loot 2. Ouais, ce qui fait que d'un seul coup ça devient très bon. Il a été réédité dans les invocations d'Amonkhet. Tiens, je l'ai loupé, Ouais. j'avais pas dû. Ou alors c'est vraiment que c'était pas bon. Ouais, Riel, elle a vraiment un très très gros potentiel. Je pense que je montrerai une liste en C'est. virtuel pour voir si c'est cool. Mhm. Ou si Par on contre, se fait juste trop d'illusions et que c'est difficile de jouer une partie à 4 avec. par contre dedans, moi ce que je ferais, c'est que je mettrais automatiquement un Maniaque du laboratoire et le Jace de la garde des Planeswalkers. Oui, non mais. Parce que Oui, voilà, et puis. vous allez looter à L'oracle. mort, vous allez piocher comme un gros taré, je pense. Hein, voilà. Après, heureusement, ils ont pas été suffisamment stupides pour dire que c'était à chaque fois que tu défaussais. C'est uniquement la première fois à chaque tour. Mais voilà, Oui. c'est. Ouais, Mais du coup, par exemple, avec interdit, c'est vous avez un contre par tour. Quoi. ouais. C'est assez intéressant. Ouais. Donc ouais, il y a effet de looting, effet de wheel, et puis derrière, du good stuff en fait en bleu-rouge, ou alors du coup si vous le jouez dans le deck tricolore Jeskai, bah voilà, vous le mettez, c'est un bon buddy dans le deck quoi. Ça c'est Mm, sympa. Ah c'est sympa. Vraiment Ouais. très intéressant cette riel. Ensuite, nous avons. Bah, c'est un peu moins bien. On a Snapdax, le zénith de la chasse. Alors, c'est pour un rouge, un blanc et un noir. C'est une créature légendaire 3-5, dinosaure, chat, cauchemar, qui a la mutation pour le même coup que les. Enfin, pour 2, un hybride noir, rouge et 2 blancs. Je vais y arriver. Il a la double initiative. Et à chaque fois que cette créature subit une mutation, elle inflige 4 blessures à une type créature ou planeswalker qu'un adversaire contrôle et vous gagnez 4 points de vie. Mais. Bah déjà j'ai un truc à dire, Snapdax ça me fait penser à une marque de croquettes. Quoi? Je parle du Tout nom. ça parce que c'est un chat, c'est ça? Snapdax. Ouais. On dirait une marque de D'accord. croquettes, je suis désolé. D'accord. Je te l'accorde, ok. Mais en plus, c'est un chat. Donc voilà, c'est là, il a rien pour lui, le pauvre. Non, mais honnêtement, qui jouerait Snapdax? C'est la grande question. Ah, je sais pas. Bah Puis tu après, fais quoi, honnêtement, enfin? soyons honnêtes, c'est pas mauvais. Non! C'est Mais tu mets intéressant pas et ça à la tête de tout. ton deck, quoi. Mais le problème, c'est que on a des alternatives en mardu dans cette double édition, du coup, en Commander 2020, qui sont beaucoup plus intéressantes. Ouais. Et le Tu mets ça problème, avec les partenaires, à la c'est... limite? Puis tu Ouais, mets ça sur l'autre chat? ouais. Ouais, c'est vrai que double initiative, ça a l'air sympa. Après, le problème, c'est que on est dans les couleurs qui ont strictement qui ont les moins bonnes et le moins Ouais, grand nombre de mutations. c'est vrai. Déjà. Mais Mm. je sais pas. C'est le problème aussi, surtout, enfin, ça inflige quelle blessure à une cible créature ou planeswalker, ça ne dirige pas directement les joueurs. C'est une grosse Lightning Helix en fait. Mais c'est tout quoi. C'est pas Ah top. ouais, non, c'est pas très bon. Hein. C'est pas très bon. Après bon, ça donne la double initiative. Vous dites pour 5, je donne la double init, ça peut être une 3-5, voilà, bon. C'est pas excessif quoi. Mais en fait, on a un power level très différent des autres Zénith. Et il est en dessous, hein, c'est le dernier de la liste, hein, honnêtement. Je veux dire, sur les 5, c'est lui le cinquième. Hein. Voilà. Mm. Après, est-ce que ça veut dire qu'il est pas bon? Non, ça veut juste dire qu'il est moins bon et beaucoup moins efficace que les autres. Et que dans la catégorie mutation, c'est celui qui a. C'est un peu le gamin un petit peu à la traîne, quoi, tu vois. Qui est moins bon que les autres. Mais il tape fort. Il tape fort, c'est son Si avantage. vous Quoi. voulez taper fort, voilà. Mais Mm. Mais voilà, en mardu, je préfère taper fort avec un deck plein d'humains plutôt que de mettre Snapdax en commandant, quoi. ouais. Mm. On va finir avec le dernier Zénith. Vadrok, Ouais. Zénith du tonnerre, qui coûte un bleu, un rouge et un blanc. C'est moins cher en plus. C'est une 3-3 élémentale dinosaure et chat, avec la mutation pour 4, dont un blanc-bleu, 1 blanc-bleu, rouge-rouge. Voilà, donc vol d'initiative. À chaque fois que cette créature subit une mutation, vous pouvez lancer une carte non-créature ciblée avec un coût converti de mana inférieur ou égal à 3 depuis votre cimetière sans payer son coût de mana. Intéressant, ça. Intéressant, ouais, comme tu dis. Mm. C'est intéressant, c'est pas pété, c'est intéressant. On peut peut-être avoir des belles synergies avec,
Bon, sphère du commandant, ça inclut dans le deck, hein, parce que ça coûte 3, ça se sacrifie pour piocher. Donc voilà, vous avez l'idée. Je pense vraiment que les mutations qui ont du bleu, enfin Mhm. les zéniths. Ouais. Bon, à part Brokos, parce que Brokos sera dans un deck axé autour de la mutation. Mais pour Vadrock et pour Iluna, ouais, Ilna, ouais. le Témur, t'as envie de jouer les cartes style le portail, que je Ouais. disais, pour renvoyer dans la main, les chartes de cristal. En fait, il faut profiter du fait qu'on peut le jouer depuis la main pour un coup de mutation, pour pouvoir le faire Ouais. de façon beaucoup plus... peut-être 1 ou 2 fois par tour. Quoi. Ouais, pouvoir le faire en avoir plusieurs quelque chose. fois, pour... C'est ça. Et aussi, bah, mine de rien, par exemple, écharpe de cristal, vous l'avez peut-être vu avec la table 2, où Ouais. c'était l'accent qu'il avait joué dans son deck, Gadwick. Mais c'est très intéressant aussi pour protéger votre commandant. Bon, quand on l'utilise bien aussi. Mais voilà, il faut l'utiliser au bon moment, ça peut être intéressant pour le protéger, pour renvoyer en main. C'est une carte assez puissante et ça permet vraiment du coup, bah là avec la mutation, en plus vous renvoyez la mutation et la carte, la créature qui est au-dessus en fait. Vous renvoyez tout le tas en fait de mutation dans votre main. Ce qui est d'autant plus intéressant parce que du coup vous récupérez toute cette value là en main que vous pourrez réutiliser. Avec Vadrock du coup vous pouvez faire plusieurs triggers. En fait vous gardez une certaine consistance dans votre deck quoi. C'est intéressant, surtout que ici quand même le deck a l'air de se baser pas mal, enfin le commandant a l'air de se baser pas mal autour des sorts non créatures quoi. Donc je pense que tu as envie de jouer pas mal d'artefacts, un petit build artefacts et enchantements, voilà. un peu good stuff et... Regardez les quelques Planeswalkers à 3 qui sont vraiment bons, éventuellement, pourquoi pas. Ouais. Ça peut être intéressant. Ouais, puis tu peux jouer c'est quoi le nom de ce dragon là celui qui grossit pour le nombre d'artefacts que tu as, tu sais, en rouge. En rouge, je vois Qui a pas la tout de suite. célérité. Moi je vais le rechercher, vous l'aurez en visuel. Mais ouais, ça peut être assez intéressant. Mais il y a vraiment... Il y a un petit potentiel sympa, hein. Je veux dire, pour moi, on n'est pas au niveau de Iluna. Mais Vadrock, il a un petit potentiel sympathique. C'est le numéro 4. Voilà, c'est le numéro 4. Et encore, bah, je veux dire, Brokos, je le mettrai en numéro 4 parce que il est cool. Mais le truc, c'est qu'à lui tout seul, il fait pas grand chose, quoi. Je mettrais plutôt Ouais, lui tout Brokos en seul, c'est une numéro 6-6 4. piète. Ouais, bah oui. Ouais, mais lui, pour 3, c'est une vol initiative 3-3, quoi. Dire les stats sont bonnes, hein, aussi. Allez, ils sont 3 et 4 à égalité. Voilà, on va dire qu'ils sont ex-aequo au milieu du classement, quoi. C'est ça. De toute façon, Snapdax, il y a un gap avec la dernière place, quoi. Snapdax, c'est vraiment derrière quand on voit toutes les capacités, la récursion, l'intérêt, tout ça. Il est un peu à la traîne, le pauvre. Ouais. C'est assez intéressant, ces zéniths, mais bon, après, vous branlez pas trop dessus, hein. Excusez-moi, mais bon... C'est vrai que j'ai vu des gens qui étaient là, ah mon dieu, c'est trop fort! Je suis là, oui, bon, écoutez, les gars, il y a quand même... Les coups de mana sont quand même assez élevés, mine de rien, pour les plus puissants. Non, bon. À part les deux premiers... Enfin... À part les deux premiers des 5, donc Netroy et Iluna, les autres... Bah, Vadrock, on peut jouer autour, mais ça va être compliqué. Les autres seront juste mieux dans un deck. Ouais. Que en tête du deck. Bon, parlons vite fait de Winota, du coup, pour finir les multicolores. Enfin, du moins, on parlera après des compagnons et du coup les cartes hybrides en général. Winota, unisseuse de force, qui coûte 4, dont un rouge et un blanc, c'est une 4-4 humain et guerrier. À chaque fois qu'une créature non humain que vous contrôlez attaque, regardez les 6 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille, engagée et attaquante, une carte de créature humain parmi elles. Elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Mettez le reste des cartes au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ouais. Je sais pas quoi penser. Ça a l'air un peu fatigué quand même. En fait, quand je vois une carte blanc-rouge avec autant de texte sur elle, je me pose des questions. Tu te dis que ça va être compliqué. Ouais, en fait, on a l'impression de devoir jouer un bi-tribal d'un côté avec... Enfin, un bi-tribal. Avec du tribal humain et des cartes non humaines à côté pour que ce soit efficace. J'avais oublié ce détail parce que c'est vrai qu'on en a parlé hier assez rapidement, et j'avais oublié ce petit détail qui était que la créature humain qui arrive sur le champ de bataille, elle gagne un indestructible. J'avais oublié ce petit détail là qui a son importance quand même. Parce que c'est vrai que quand tu as des humains qui sont quand même assez faiblards, qui n'ont pas une grosse force, une grosse endurance, et du coup qui peuvent mourir, qui ont des fois juste des effets d'arrivée en jeu, ou des effets de soutien en fait, le fait de au moins pouvoir la regarder derrière, dire j'ai l'indestructible, c'est quand même sympathique. Après, ce que je disais aussi, c'est qu'il y a peut-être moyen de la builder,
mais ça va être de manière un petit peu YOLO, allez hop, je suis parti, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Mais c'est que du coup, la capacité se déclenche pour chaque créature non humain qui va attaquer. Donc du coup, ça veut dire que si t'as 4 créatures non humains qui attaquent, tu vas regarder 4 fois les 6 cartes de suite de la bibliothèque. Donc du coup, ça va être 24 cartes que tu vas pouvoir regarder. Et ma foi, je trouve ça plutôt pas mal si t'as un tribal enfin, si t'as pas mal de bons humains qui sont installés en fait dans le deck. Ouais, mais des humains. Après, le truc, c'est que les humains, pour que ce soit efficace, tu peux. Ça me semble quand même compliqué. Ouais. Le deck, il a l'air ultra, ultra, ultra fragile en fait en termes d'équilibrage dans ce que tu vas mettre. Mm. C'est parce que tu vas vouloir mettre des trucs qui vont soit générer des tokens non humains pour pouvoir profiter de tes cartes humains après. Mhm. Mais du coup, tu mets combien de chaque? Enfin, C'est un peu le problème. Je pense que c'est le genre de commandant et de deck que il faut que tu testes, que tu retestes, que tu... Ouais. Faut avoir la passion et l'envie en fait de monter le deck et d'y aller à fond. Et dire je vais tester le truc, je vais l'équilibrer, jouer des parties, rééquilibrer en fonction de ce qui marche, de ce qui marche pas. Est-ce que j'ai suffisamment d'humains, est-ce que j'ai suffisamment de non-humains? Mais c'est que du test. Après, C'est ça. il y a plus... Enfin honnêtement, je trouve qu'elle a quand même 2-3 atouts. C'est ouais, en effet, le fait que ça se trigger pour chaque créature non-humain. Le fait qu'elle ait pas besoin d'attaquer elle-même aussi. Parce que ça aurait été un gros désavantage. Parce que ça veut dire, ah ouais, il faut que je protège mon commandant en plus. Alors là, j'aurais dit, on abandonne tout de suite. Le fait que du coup elle donne indestructible, c'est assez intéressant. Voilà, c'est pas mal quoi. Je veux dire, c'est pas mal. Ah tiens, Mais ça demande un équilibre. vas-y. Ouais. Rassembler la Légion, tu sais, Oui. l'enchantement Boros. Ça crée des soldats. Ouais. Oui, ils sont que soldats, ils sont pas humains. Ouais. Après ça coûte 6 à lancer hein, quand même, il me semble. 5. 5 ouais. Ouais. Du coup, ouais, ça peut être assez intéressant dans ce genre-là. T'as aussi tous les trucs qui créent des soldats qui sont non humains de manière générale. Il y a pas mal Les d'enchantements, gobelins. d'éphémères. Les gobelins, oui, vous pouvez y aller aussi là-dessus. Hein. Ça peut être assez intéressant. Tous les éphémères rituels qui font des gobelins. Après avoir quel est le shell de créatures humaines que tu décides de mettre dedans, quoi. C'est ça. Mais bon. Ça peut être intéressant, mais... Spécial. C'est très spécial. C'est très spécial. Encore une fois, quand t'as à côté Jirina Kondo qui est là et qui dit bah moi j'aime bien les humains et tout, c'est difficile de tenir cette compétition là quand t'as une couleur en moins et quand t'es beaucoup plus avec des effets un peu tordus quoi. C'est sûr. Non bon, à voir. Bon, du coup, maintenant qu'on a fini l'analyse des commandants strictement multicolores, mais bon, techniquement les autres le sont aussi, on va devoir parler du coup des commandants compagnons, des commandants hybrides. Et du coup, on va devoir introduire en même temps cette nouvelle mécanique qui est fort intéressante, qui a fait s'arracher beaucoup de cheveux à la communauté, où il y en a qui se posaient des questions dans tous les sens. Et bah du coup, on va commencer par le plus mignon de tous les compagnons. Je te laisse, Emeric, l'honneur de l'introduire. Attends, on parle de la première, là? Ouais, on parle de la première. Ah, ok, d'accord. C'était ironique, le très mignon... Ah, d'accord. Donc le très mignon Giruda, calamité des profondeurs, un démon et kraken 6-6 pour 4 et 2 hybrides bleu-noir. Donc à la compagnon, donc, votre deck de départ ne contient que des cartes avec un coût converti de mana pair. Si cette carte est le compagnon de votre choix, vous pouvez la lancer une seule fois depuis l'extérieur de la partie. Quand Giruda arrive sur le champ de bataille, chaque joueur met les 4 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de créature avec un coût converti de mana pair parmi ces cartes. Donc, je vais peut-être expliquer rapidement la mécanique compagnon. Ouais, alors du coup, le compagnon, c'est une toute nouvelle mécanique qui est très intéressante pour le commandeur, même si on a eu un doute à un moment si c'était réellement jouable ou pas, ce qui semblait couillon pour cette édition. En gros, le compagnon vous impose une restriction dans votre construction de deck, c'est-à-dire que votre deck de départ, y compris le commandant que vous avez choisi, hein, parce que techniquement il fait partie de votre deck, doit avoir une restriction. Ici, donc du coup, c'est que votre deck ne doit contenir que des coups les coups convertis de mana pair, sachant que évidemment les terrains sont pairs aussi, puisque 0, voilà, 0 est égal pair dans Magic, tout simplement. Sachant que cette restriction n'est prise en compte en fait que si vous le jouez en tant que compagnon. Alors le compagnon pourra rajouter... Alors il y en a certains qui disent oui, bah ça ressemble en fait à un second commandant.
Oui, mais non. En fait, en gros, les compagnons, ils commencent la partie en dehors de la partie, si jamais vous les avez choisis en tant que compagnons, si vous les avez désignés en tant que compagnons. Un peu à la manière des commandants que vous désignez en étant votre commandant, donc du coup vous les mettez dans la command zone. Là, si vous le désignez comme étant votre compagnon, vous le mettez en dehors de la partie. Sachant que c'est une carte supplémentaire qui ne compte pas dans le nombre des 100 cartes, donc du coup 99 plus le commandant, de votre deck. C'est la Bon, 101ème. c'est la 101ème en fait, littéralement. Le compagnon, c'est le joker en fait, il faut se dire ça. C'est un joker, mais qui implique toute une restriction une contrainte en fait, au niveau de la construction du deck. Alors du coup, celle-ci est intéressante, on en reparlera un peu après. Mais du coup, alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez le jouer dans le deck normalement, hein, sans respecter la restriction de construction du compagnon. Mhm. Vous pouvez le jouer en tant que commandant sans respecter aussi la restriction parce que techniquement il est commandant, il n'est pas compagnon. Ou alors du coup vous le mettez à côté en dehors de la partie. Alors ça ne veut pas dire que vous pouvez aller le chercher via les wish effects, ceux qu'on connaît qui disent allez chercher une carte en dehors de la partie, parce que le truc c'est qu'en dehors de la partie, dans ces effets là désigne en fait le sideboard qui n'existe pas en commandeur. Tandis que le compagnon, lui, en fait, bah, il est vraiment en dehors de la partie et il est désigné en début de game, et c'est l'une des seules capacités qui outrepasse en fait la non-existence d'un sideboard en commandeur, et le fait que normalement il n'existe pas de en dehors de la partie, excepté l'exil, des différents effets du commandeur. Sauf que vous ne pouvez pas les chercher non plus, voilà. Et du coup, ça fait que le compagnon, en fait, quand vous respectez cette restriction-là de construction de deck, vous pouvez tout simplement jouer la carte une fois depuis du coup en dehors de la partie. Et après, bah, si elle est exilée, elle part en exil. Si elle meurt, elle part au cimetière. Voilà, c'est pas un second commandant parce que elle ne retourne pas dans la zone justement en dehors de la partie, depuis laquelle vous pouvez la rejouer à nouveau. Mais c'est un outil que que vous êtes sûr d'avoir en fait jusqu'au moment propice pour l'utiliser. C'est assez intéressant. Ça dépend, enfin, de manière globale, c'est assez intéressant comme concept. Après, on va parler en détail de chacun des compagnons et des restrictions qui sont liées à ça. Parce que c'est vrai que assez inégal dans le format. Dans voilà, notre format, du moins, c'est assez inégal. Voilà. Il y a un peu de tout et n'importe quoi. Ouais, une autre précision aussi. Si par exemple vous décidez de construire votre deck, je sais pas, Vrexial par exemple, et de mettre Giruda en compagnon, donc quand vous allez construire votre deck, ça va ne contenir que des cartes paires. Et on compte en fait sur la bonne foi de la personne qui dit bon bah ça c'est mon deck et ça c'est mon compagnon. L'intégralité des cartes est de coup pair. Voilà. En fait. Parce que on se voit pas, que ce soit une FNM ou un Magic Fest ou même une partie entre potes, de me dire bah attends, donne ton deck, je vais vérifier que toutes les cartes soient bien paires. Bon, déjà techniquement parce que la decklist est censée être secrète à la base, les joueurs sont pas censés la partager avec les autres joueurs. Il y a aussi autre chose, un très bon exemple que un ami judge a pris sur l'un des groupes Facebook, où j'ai vu quelqu'un qui disait ouais mais attends c'est dégueulasse, il peut très bien ne pas respecter la règle de construction. Ouais, et de la même façon en fait tu peux mettre en commandeur 2 fois le même exemplaire de la même carte. Bah oui. Ou alors jouer 5 exemplaires de la même carte dans un format construit quoi. T'es là, bah ouais, en fait rien n'empêche de tricher sur la construction du deck. C'est pour ça qu'on le vérifie pas systématiquement à chaque fois, mais c'est aussi pour ça que les deck checks existent. Et si jamais il y a une incohérence ou quelque chose qui semble illogique, on peut en effet demander un deck check, et la plupart du temps, bah, les judges vous diront oui. Enfin, sauf si, en gros, la raison pour laquelle vous demandez un deck check, c'est « Oui, j'ai l'impression qu'il sort un petit peu trop souvent son Sol Ring au tour 1. » Voilà, enfin bon, ça va être un petit peu... Enfin, tu te vois, un command fest, enfin, du moins, une command zone en Magic Fest, demander un deck check. Non, c'est compliqué. Voilà. Vraiment, à moins c'est pour ça que j'insiste sur la bonne foi des gens. À moins qu'on voit vraiment qu'il y a, de manière flagrante, il y a en effet un problème de construction. Mais je veux dire, le problème, il était déjà existant auparavant. Oui, c'est oui, pas oui. parce que là, c'est juste que c'est une nouvelle restriction, donc du coup les gens sont en train de paniquer en disant que les gens peuvent en abuser. Bah écoutez, c'est un peu comme tout en fait, les gens peuvent tricher dans tous les sens et bon, ça veut pas dire que tout le monde est un tricheur. Parce que bon, le jour où ils se font attraper par contre, gare à leur cul quoi. Ouais. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on en pense en fait de ce commandant Il est sympa, hein. Ouais. Il a, en fait, bon, c'est une 6-6 pour 6. Ok. Il a un bon effet parce qu'en fait, il va mener tout le monde et ensuite on peut réanimer une bête. Bon, la bête doit être de coup converti pair. Donc si on décide de jouer avec la restriction, nous ça nous dérange pas, puisqu'on va techniquement toucher quelque chose. Les autres c'est un peu moins sûr, mais par contre on les creuse de 4. C'est pas horrible. Je le mettrai certainement pas en commandant. C'est 16 de meule sur la table, c'est largement jouable. En fait, ça me fait beaucoup penser à... Comment ça s'appelait encore cette carte
C'est une carte qui avait été éditée dans Conspiracy 1. Dans Conspiracy, c'était Drone from Darkness. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, c'était pareil, tout le monde se mêlait d'autant de cartes, et ensuite on ranimait une bête de n'importe quel cimetière directement sur notre champ de bataille. C'est exactement ça. C'est sympa, parce que du coup, Giruda ne demande pas que ce soit l'une des cartes mêlées que vous mettiez du coup sous votre contrôle. Elle demande juste que ce soit une carte d'un cimetière. Donc voilà, c'est pas mal. Ah non, attends, pardon, excuse-moi, non, je dis de la merde. C'est bien parmi ces cartes, excuse-moi. Ah oui, c'est parmi les 16 cartes que t'as mêlées. Oui. Bah bon, après, c'est faisable, quoi, comme t'as dit. Mais après, je pense, en tant que compagnon, c'est sympa comme outil si jamais tu veux faire un petit deck meule, pourquoi pas. En tant que commandant, c'est pas bien. C'est plus complexe, quoi. Je veux dire, le problème c'est qu'en tant que commandant, vous pouvez être amené à ne pas respecter du coup la condition de construction de deck, mais en même temps, vous avez peut-être envie de la respecter le plus possible pour éviter de taper, enfin de faire un coup d'épée dans l'eau en fait de votre côté. Donc ouais. Je vais quand même essayer de le mettre dans mon Vrexia, Cthulhu deck. Après, je pense que en tant que compagnon dans un deck qui a été adapté, ok. Oui. Dans le deck directement, c'est bien aussi. Ouais. Voilà, donc en tant que commandant, c'est peut-être un petit peu plus difficile, quoi. Ouais. Le suivant est intéressant. Là, je vais avoir le droit à des questions de règles dans tous les sens. Donc du coup, la suivante, un petit peu plus complexe. Giganta, la source. Un élémental élan légendaire, messieurs, dames. On a un élan légendaire, attention, qui coûte 5, dont un hybride rouge-vert. C'est une 5-5 avec le compagnon. Aucune carte de votre deck de départ n'a plus d'un même symbole de mana dans son coup de mana. Je vais y revenir après. On va expliquer, on va surtout s'attarder d'abord pour la deuxième capacité qui est, vous pouvez l'engager pour faire un blanc, un bleu, un noir, un rouge, un vert. Ce mana ne peut pas être utilisé pour payer des coups de mana génériques. Ouais. Pardon. Bah c'est bien. Voilà. C'est bien. Ça va vous permettre de tricher vos cartes avec Joda. Voilà. En fait, si vous avez Joda et donc de Dominaria ou Poigne des Soleils et Giganta en jeu, il suffit d'engager Giganta pour pouvoir jouer n'importe quelle carte. Voilà, c'est marrant. Ça semble pas mal. Voilà, donc je pense que c'est une carte qu'il faudra auto-inclure dans Joda et dans les decks 5 couleurs qui veulent cheater avec Poigne des Soleils, pourquoi pas. Ur-Dragon, alors est-ce que du coup... Parce que c'est vrai qu'Ur-Dragon a tendance à jouer à la poigne aussi. Ça s'intéresse. Alors est-ce que du coup, est-ce que c'est facile à monter en tant que compagnon ? Alors c'est la grosse complication parce que je vais devoir vous expliquer le compagnon en lui-même, comment est-ce qu'il fonctionne, parce que ça a l'air... Le problème c'est que j'ai vu des gens interpréter un peu cette carte de manière what, mais attends, non mais ça, mais ouais là... Et j'ai eu des questions de règles à tomber mort, autant que pour la mutation quasiment rien que sur cette carte-là. Alors, quand on parle de symbole de mana, on parle réellement du symbole en lui-même et non pas de ce qu'il représente au niveau de la couleur. Voilà. Je vais prendre l'exemple tout con. Le symbole de mana ici, hybride rouge-vert, il est différent tout simplement du symbole rouge et du symbole vert. Ce sont deux symboles différents. Et techniquement aussi, le coup générique qui est encerclé là du coup, le 4 encerclé sur Giganta par exemple, c'est également un symbole de mana. C'est un symbole qui représente 4 mana génériques. Mais du coup, nous on s'en fiche, c'est juste le 4 encerclé qui nous intéresse. Si par exemple à côté Giganta avait, je sais pas, un 2 génériques et 4 génériques, ce qui serait ridicule parce que ça se fait pas dans une carte, hein, c'est pas logique, bah en fait, ça serait deux symboles différents. Le 2 serait un symbole et le 4 serait un symbole différent. Et du coup, on a les 5 symboles que vous connaissez bien, le blanc, le bleu, le noir, le rouge, le vert, qui sont les classiques. Les hybrides, à partir du moment où ils ne sont pas en doublon, sont tous différents, bien sûr. Par exemple, Giruda, dans le deck Giganta, c'est impossible. Enfin, dans un deck qui contient Giganta en compagnon, c'est impossible. Parce que Giruda a 2 hybrides bleu-noir, qui sont strictement le même symbole. X, dans un cercle, c'est également un symbole, donc du coup, Baliste ambulante est absolument injouable dans ce deck, puisqu'il a comme coup de mana, enfin comme symbole de mana X et X, donc du coup c'est 2 fois le même, c'est mort. Par contre, du coup, voilà, tous les symboles sont différents, donc c'est-à-dire tous les hybrides, à partir du moment où la combinaison colorée dedans n'est pas la même, c'est bon, ils sont tous différents. On a également le symbole de mana incolore, les symboles colorés, classiques, voilà. On a également les hybrides spéciaux génériques ou colorés, du style qu'on avait sur Besiege the Queen, qui disait d'un côté vous pouvez payer 2, de l'autre côté vous pouvez payer noir. Ça c'est un symbole différent de tous les autres aussi. On a également tous les symboles de mana Phyrexian, parce que techniquement le symbole est différent, etc., 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 etc. Vous avez compris l'idée.
À partir du moment où la carte, voilà, elle a 2 fois strictement le même symbole, et là on parle vraiment d'un aspect visuel en soi, euh, ben c'est mort. Voilà. Donc soyez visuel, regardez, admirez vos cartes, mais du coup généralement c'est vrai qu'on va se retrouver avec des cartes soit multicolores qui du coup vont avoir plusieurs symboles de mana colorés classiques, hein, je veux dire comme ceux qu'on a pu voir auparavant. Euh, Soit ben, derrière ça va être voilà tout du uniquement une couleur présente et puis voilà, ou avec du mana hybride, pourquoi pas, si vous voulez vous amuser. Mais je pense que la restriction n'est pas tant gênante que ça, sauf pour certains sorts en particulier. Ouais, Mais, euh, ouais, ouais. mais alors c'est marrant parce que généralement les sorts en particulier, voilà, on parle de baliste. Euh, je pense aussi, c'est assez étrange, hein, mais finalement il y a pas mal de sorts good stuff et même d'excellents sorts, des gros staples en fait du commandeur, qui sont avec du double coloré ou avec du double X aussi. Voilà, Mm. si je regarde Torment of Hellfire qui a X mais il a 2 noirs, Expropriate il a 2 bleus. Donc du coup c'est des cartes littéralement Omniscience à 3 bleus dedans. Donc voilà, honnêtement on est sur des cartes en fait qui, ce sont des gros staples, mais généralement ils sont aussi très colorés pour éviter qu'ils soient joués absolument partout en fait. Mm, Et mm. du coup, on retrouve Ouais. souvent le même symbole qui revient. Et donc, du coup, Pareil Giganta pour, n'autorise pas ça, quoi. je sais plus où est-ce que j'avais vu quelqu'un qui avait dit ah, mais ça va être bien dans mon 6C 5 couleurs. Ouais, sauf que du coup, par exemple, tous ceux qui jouent 6C avec une optique Super Friends, bah, Ah, ça ça va être fonctionne pas compliqué. parce qu'il y a beaucoup de Planeswalkers qui ont deux coups colorés dans leur mana. Enfin, Même deux symboles, deux fois le même quasiment symbole. tous, hein. Il y en a très, 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 très peu, je Ouais. pense, qui contiennent pas 2 fois le. Mm, Voilà, mm, mm. c'est assez dingue. C'est très restrictif, mais Mm. en fait, c'est facile à comprendre. Enfin, ce qui est bien avec ce truc, c'est que ça va permettre aussi peut-être à des gens de découvrir d'autres cartes Ouais, et de sortir y un a peu autre des chose. automatismes de Mhm. construction. Enfin, personnellement, par exemple, là je vais digresser un petit peu, mais pas très longtemps. On parlait de Joda, du coup, qui serait le commandant parfait pour mettre Giganta dedans. Mais alors, Joda, Ah, j'ai toujours tu peux. répugné à le monter. Parce que j'avais peur que ça soit un deck ultra good stuff et tout. Bah ouais, c'est un peu le problème quand tu peux payer toujours le même coup de Mm. mana très fixe pour des sorts. Mais du coup, avec Giganta, je sens que je vais m'amuser à le mettre en compagnon en fait, et à m'imposer une restriction qui a l'air vraiment sortie enfin, sortie de nulle part, hein. Honnêtement, on n'a jamais vu ça dans Magic. Ouais. C'est assez impressionnant. Et, euh, et j'ai envie de monter un deck vraiment. J'essaie de faire un truc avec et tout. Je pense que ça peut s'intégrer dans des decks. Enfin, est-ce que ça peut s'intégrer dans n'importe quel deck? Non. Je pense qu'il faut vraiment construire autour si vous le voulez en tant que compagnon. Mm. Après, sinon, en tant que commandant, ouais, bah, c'est un commandant 5 couleurs du coup, hein, parce que techniquement, il a tous les symboles de mana. Ça peut être cool, ça peut être sympa, mais je vois pas pourquoi est-ce que vous joueriez pas Joda avec lui derrière, en compagnon derrière. Ça me semblerait pas trop logique en fait de le mettre lui en commandant plutôt que l'autre. Voilà. Mm. Et après, directement dans le deck, bah, c'est pareil, c'est du 5 couleurs. Donc du coup, ça peut être sympa dans un deck 5 couleurs de manière générale. Parce que bon, c'est vrai que 5 couleurs, ça peut être très coloré. Je pense que dans Ur-Dragon, il peut être joué dans tous les decks 5 couleurs un petit peu tribaux, où il y a des coups un petit peu colorés, en triple Faut quand couleur, même faire etc. gaffe à tes dragons dans Ur-Dragon. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont aussi plusieurs rouges ou. Niv Mizzet aussi, le Reborn, le 5 couleurs. Ouais, vu qu'ils jouent avec les paires. Mais après, il y a beaucoup de sorts dans les paires de couleurs qui sont quand même redondants. Ah, Redondant. c'est. C'est-à-dire que. Bah, par exemple, tu prends, je sais pas, Verdict Suprême. Oui. Bah, il y a 2 blancs dedans, donc tu peux pas le jouer si tu prends. Ouais, mais derrière, il apporte quand même 5 mana au total. Oui. Ça peut être pas mal quand même, ça peut te permettre de rebondir un petit peu. Ah non, mais c'est sûr, C'est que comme pour du dit, coup le coloré, truc mais que ça voilà. demande, c'est un travail de recherche, hein. Mhm. Mais il y a un potentiel, quoi. Il y a un Ouais. potentiel et c'est probable que d'un seul coup je fasse un deck Joda de sortie de nulle part parce que Giganta existe maintenant. Mm. Ensuite, parlons d'une bête un peu moins compliquée. Kaira, le tuteur. Donc pour 1 et 2 hybrides vert-blanc. C'est une 3-2 chat et bête compagnon. Chaque carte de créature de votre deck de départ est une carte de chat, d'élémental, de cauchemar, de dinosaure ou de bête. Il a la vigilance. Et chaque autre créature que vous contrôlez qui est un chat, un élémental, un cauchemar, un dinosaure ou une bête gagne +1/+1 et la vigilance. Donc, concrètement, la restriction est pas si compliquée selon les decks qui vont la jouer.
Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Arabo, tout simplement. Mhm. On peut le mettre, il rentre très très bien en tant que compagnon dans Arabo. Et ça vous donne, comme 101e carte, un effet d'antienne. Mhm. Il vous donne un Always Watching pour vos, pour Ouais. vos chats. Je trouve ça vraiment fort dans, Bah, dans ce deck-là. c'est même pire que ça, parce que Always Watching ne cible que les créatures non jetons. Ouais, T'as aussi Vertu Intangible qui cible que les jetons. Et que là, les jetons, ouais. littéralement, on a les deux fusionnés en un, juste. T'as le ça. type, c'est bon. Voilà. En fait, Ouais. comment il s'appelle? Mince, le truc tribal de Ixalan, l'enchantement. Euh, Radiant euh, Destiny. voilà, la destinée, voilà. La destinée radieuse. Mais du coup, Mm. c'est ça, littéralement, mais sans demande d'avoir l'ascension. Donc ouais, c'est la violence, quoi. Mm. Très très sympa. Ouais, sympathique, vraiment. Bah après, voilà, enfin, je veux dire, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous Non. lisez la carte, vous voyez quel est le but. Alors pourquoi est-ce qu'il parle également de dinosaures? Parce que bon, en fait, c'est les différents types de créatures qu'on trouve beaucoup dans l'extension. Hein. Chat, Ouais. élémental, cauchemar, dinosaure et bête. C'est les types qu'on retrouve beaucoup dans Ikoria. Donc voilà. Après, honnêtement, on regarde déjà de base, c'est une 3-2 pour 3 avec la vigilance. Et là, c'est un good stuff, quoi. Je veux dire, vous pouvez le jouer dans un rabot dans le deck directement, mais je vois pas vraiment l'utilité. En fait, Non. c'est typiquement un compagnon. Je pense qu'il va toujours être compagnon quasiment, à moins réellement que vous n'ayez pas beaucoup d'options. Peut-être que si vous le jouez dans un deck dino, je pense à Guichat par exemple. Hein. Le truc c'est qu'il y a des réducteurs de coups, vous mettez probablement aussi quelques mana d'orques qui ne sont pas dans ces types de cartes là. Du coup c'est vrai qu'il peut se retrouver dans le deck à la place d'être compagnon. Mais bon, voilà, je vous invite quand même à regarder en fait les decks dans lesquels il y a très peu de modifications que vous avez à faire et qui n'entament pas évidemment le plan de jeu, hein, parce que voilà, dans Guichat, je pense que les réducteurs de coups pour Dino, c'est quand même intéressant. Et du coup, dans lesquels il pourrait s'intégrer. Mais c'est un fort joli chat. Mm. Par contre, il s'appelle Kaira. Excusez-moi, hein, mais bon, ça m'a choqué. Un petit peu. Non, mais bon, c'est une bonne bête. Et on va passer de la bonne bête à la grosse bête, avec Keruga, le Macrosoph. Macrosoph. Oh mince. Qui coûte 5, dont 2 verts bleus hybrides. C'est une 5-4 dinosaure hippopotame, s'il vous plaît, messieurs, dames. Avec le compagnon, votre deck de départ ne contient que des cartes avec un coût converti de mana supérieur ou égal à 3 et des cartes de terrain. Quand Keruga le Macrosoph arrive sur le champ de bataille, piochez une carte pour chaque autre permanent que vous contrôlez avec un coût converti de mana supérieur ou égal à 3. Non. C'est quand même. Ouais, voilà, c'est un peu contre-productif avec tout ce que tu as envie de faire en Simic. Ben ouais, parce qu'en Simic... Ah tiens, c'est bizarre, il y a un nouveau commandant Simic complètement pété qui est sorti dans Ikoria, et tu peux pas le jouer avec Keruga en compagnon. Donc voilà, c'est... Bah ouais, ça enlève tout, quoi. Ça enlève les manas d'or, que ça enlève tous les sorts à 1 et 2 qui peuvent te faire ramper un petit peu. Que ce soit les cailloux, que ce soit croissance luxuriante, tout ça. Ouais. C'est... Waouh. Sachant qu'en plus, j'aime pas du tout, enfin ça je le précise à tout le monde, mais j'aime pas du tout son effet qui se déclenche uniquement à son arrivée en jeu. C'est bien, tu pioches pour chaque autre carte et tout, mais bon, il y a la restriction. Si vous le jouez dans le deck et que vous le jouez pas en tant que compagnon, ça veut dire qu'il y a des cartes qui vous feront pas piocher quand il arrivera en jeu. Je sais pas, après, vous pouvez le jouer dans un deck Blink, dans un deck voilà, où il revient sur le champ de bataille régulièrement. C'est assez faiblard en comparaison avec d'autres qu'on a vus là, donc... ça peut être sympa, voilà, si vous voulez le jouer et tout, tranquille. Après, si vous voulez vous donner comme défi de faire un deck avec, allez-y, hein. Mais après, c'est... Enfin, on va être honnête, hein. C'est consistant et c'est plutôt intéressant. Je veux dire, il y a de la pioche dessus. Si vous le jouez pas en tant que compagnon et que vous retirez du coup la restriction, dans le deck ou même en tant que commandant, il est ok. Ça va être... Enfin, en tant que commandant, ça va être... voilà, c'est juste un effet d'arrivée en jeu, vous blinkez et tout, à la limite. Mais dans le deck, c'est ok, quoi. C'est un truc qui fait piocher. Mais personnellement, c'est vrai que, bon, moi, je joue Regal Force dans certains decks, qui fait piocher pour toutes les créatures que tu contrôles. Ah non, mais c'est les créatures vertes uniquement, il me semble. Voilà, mais... oui. Voilà, Oui. je joue pas partout non plus, donc c'est pour vous dire. Mais c'est vrai que là, du coup, on a une autre restriction. C'est pas c'est le coût convertible de la carte, c'est pas la couleur. Donc c'est une alternative possible, quoi, pour Regal Force. C'est... Voilà, en fonction du deck, tout ça. Mais c'est intéressant.
mais c'est pas en tant que Ouais. compagnon, je le jouerai pas, franchement. La restriction est Non. trop grande. Le prochain, par contre, la restriction, elle est grande aussi, mais elle est intéressante. Donc c'est l'Urus de la Tanière des Rêves pour 1 et 2 hybrides blanc-noir. C'est une 3-2 chat et cauchemar. Compagnon, chaque carte de permanent de votre deck de départ a un coût converti de mana inférieur ou égal à 2. Lien de vie. Pendant chacun de vos tours, vous pouvez lancer un sort de permanent avec un coût converti de mana inférieur ou égal à 2 depuis votre cimetière. Waouh. C'est l'inverse de Keruga, sauf que ça se limite au permanent. Et Ouais. je pense que c'est ça qui fait que l'Urus est jouable. Du Ouais. moins, est beaucoup plus jouable que Keruga. Mhm. Typiquement, les builds Karloff pourraient s'en servir. Sachant qu'il faut inclure que le commandant fait partie de votre deck de départ. Ouais. Donc du coup, techniquement, votre commandant doit également coûter 2 C'est au ça. moins. Du coup, ce qui restreint pas mal les builds possibles, en fait, à part Karlov, bah il y a Karlov, voilà. Mais le souci, c'est que Karlov, il y a Ouais. des trucs qui voudraient garder, parce que bon, j'ai un deck Karlov, c'est un peu complexe, quoi. C'est un peu complexe de garder tout ça. Mais Ouais. après, honnêtement, en dehors de l'avoir en tant que compagnon, rien que l'avoir dans le deck, C'est déjà bien. c'est déjà bien. Je veux dire, littéralement, il vous permet de relancer un sort depuis votre cimetière. Bon, certes, les permanents qui coûtent 2 uniquement, mais la restriction est assez légère en fait. C'est juste un petit peu de value en fait à faire sur le long terme avec lui. Moi, je le trouve sympathique. Je pense pas que ce soit non plus un truc de fou, mais Bah, j'ai vu des gens l'essayer et mhm. c'est pas horrible. Hein. Ouais, ça a l'air fort, mais c'est pas. Enfin, c'est intéressant, mais c'est pas dégénéré quoi. Ouais. Parce qu'il a les restrictions sur ses capacités, sur sa capacité compagnon, font que voilà, il y a quand même une limite aussi à la débilité quoi. Ouais. Pas débilité, tu peux jouer ton Lion's Eye Diamond en boucle. Hein. Oui aussi, oui. Ton Pétalo Lotus en boucle. Oui, aussi, ouais. Marrant. Ah, la prochaine carte, évidemment c'est moi qui me la tape. Alors, on va leur parler d'un sujet qui fâche, on va parler de Lutri, le chasse-sort, un élémental loutre. Oui, il y a des loutres dans cette édition, je vous rappelle, qui coûte 3, dont double bleu-rouge hybride, voilà. C'est une 3-2, compagnon, chaque carte non-terrain dans votre deck de départ a un nom différent. Elle a le flash, et quand elle arrive sur le champ de bataille, si vous l'avez lancée, copiez un sort d'éphémère ou de rituel ciblé que vous contrôlez, vous pouvez choisir une nouvelle cible pour la copie. Alors, on va analyser rapidement. Le petit effet d'arrivée sur le champ de bataille, qui en flash, c'est cool. C'est le ok. coup de mana est sympa et tout. Ouais. Mais vous ne pourrez pas jouer cette carte en commandeur parce qu'elle est bannie. Pour ceux qui n'auraient pas été mis au courant, Lutri a été bannie dès son annonce par le comité multijoueur. Donc oui, voilà, le comité, c'est eux qui décident qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui reste pas. Donc voilà, vous pouvez pas dire « Ouais non, mais moi je respecte pas les règles du comité ». Non. S'ils l'ont fait, c'est pour une très bonne raison. C'est que malheureusement, la restriction de compagnon fait que en commandeur, je vois pas pourquoi on l'inclurait pas dans un deck bleu-rouge. Systématiquement. Parce que, techniquement, dans votre deck, toutes les cartes non-terrain sont censées avoir des noms différents. Excepté si vous jouez avec les quelques cartes qui disent que vous pouvez en avoir n'importe quel Les exemplaire. pétitionnaires. Et il n'y en a qu'une seule, voilà, c'est les pétitionnaires, tenaces, en bleu, dans ces couleurs-là. Donc, techniquement, c'est mort, voilà. Vous pourriez la jouer dans n'importe quel deck. Et le souci, c'est que le compagnon est censé être une restriction au niveau de la constitution du deck. Apporter une certaine restriction pour avoir une valeur ajoutée, c'est-à-dire le fait d'avoir une carte supplémentaire que vous pouvez, à laquelle vous avez accès à n'importe quel moment. La première fois, du moins. C'est très intéressant, mais le problème, c'est que du coup, si la restriction en commandeur n'est pas une restriction pour la carte, il n'y a pas de réel intérêt, en fait. Enfin, c'est trop puissant, en fait. Je veux dire, on a vu les différentes restrictions auparavant. Voilà, on vous a parlé des 2 précédents qui demandent quand même des restrictions un petit peu sévères au niveau du deck. Là, Lutri, en commandeur, n'en a aucune. Donc littéralement, c'est une 101ème carte que vous pouvez ajouter comme ça dans tous vos decks bleu-rouge, j'ai rien à foutre. Même si vous jouez pas beaucoup Spellslinger et dire je joue beaucoup d'éphémères rituels, je m'en fiche, hein. Personnellement, si elle avait été légale, je l'aurais mis dans tous mes decks bleu-rouge. Juste parce que une fois de temps en temps, je peux copier voilà, un de mes sorts qui est utile, et du coup dire voilà, bah Lutri c'est bon, rien à foutre, moi toutes mes cartes sont différentes, c'est bon, je sais pas où est le problème. Donc voilà. Il y en a pas mal qui ont râlé en fait sur ce ban, parce que ça a été annoncé directement après la sortie, et les gens ont dit « Non mais attendez, on nous sort une carte, et direct on nous dit qu'on pourra pas la jouer ».
Bah ouais, sauf qu'elle a été sortie non pas uniquement pour le Commander, parce qu'elle est pas des decks Commander 2020, si elle avait été dedans, ça aurait été dégueulasse, disons-le. Ouais. Euh, elle est issue de l'édition standard, donc du coup elle peut être jouée en moderne, elle peut être jouée en standard. Voilà, donc c'est sympa. Mais Ils l'ont banni aussi en brawl, hein, pour info. ils l'ont banni aussi en brawl pour la même raison évidemment. Mais voilà, mais c'est logique en fait. Et il y a un moment, bah, c'est évident, le comité était au courant que Lutri allait sortir, hein, parce que ils avaient eu la news de Wizards, attention, il y a une carte qui, en commandeur, vous allez peut-être pas trop apprécier. Et ils ont dit, ok, bah c'est bon, on en parle entre nous, ils ont discuté, ils nous ont dit, on va la bannir, parce que c'est plus fair play, quoi. Donc bon, je suis complètement d'accord. Oui. C'est Ça, en pas... fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de cas où, effectivement, oui, ça aurait pas fait grand-chose. Parce que, en fait, ceux qui voulaient que Lutri ne soit pas ban disaient, oui, mais la plupart du cas, du temps, ça fera pas grand-chose, donc on s'en fout, machin. Ça nous limite notre façon de construire nos decks, etc. Mais le truc, c'est que, ouais, dans 80% des cas, ça aurait fait rien. Mais dans les 20% restants, ça aurait été vraiment problématique, quoi. Après, Enfin, je sais pas, surtout... imagine tu joues Mizzix, tu casses ton Ouais. Expropriate pour 2 bleus. Ah bah je vais flash Lutri, je vais avoir un deuxième Expropriate, enfin... Ouais. Ah ouais, littéralement. Mais après... Alors ok, tu peux le faire qu'une fois, mais tout de même, quoi. Après, c'est... Comment dire, c'est compliqué, parce que... c'est pas uniquement le fait de oui, bah non, mais de toute façon, c'est juste copier un sort et tout. En fait, c'est pas son effet d'arrivée en jeu qui est fort. C'est juste le fait que le C'est une compagnon est carte censé être une restriction qui te permet d'avoir une. Enfin, ça t'impose une restriction pour avoir une carte Joker en plus. Mais le fait que la restriction de Lutri ne soit pas réellement une restriction en commandeur, ça fait que techniquement, celle-là, elle se place au-dessus de tous les compagnons. Et c'est juste dire ah bah si je joue bleu-rouge, j'ai une carte en plus dans mon deck. C'est dégueulasse. Ouais. C'est dégueulasse. Bah alors, bleu-rouge, mais aussi Témur... Voilà, oui. Dès qu'il y a du bleu et du rouge dans mon deck, quoi, voilà, c'est... Ouais, et Jeskai. Voilà, c'est... Enfin, en plus, bon, ces combinaisons colorées-là, elles ont tendance quand même à avoir pas mal d'éphémères rituels dans le deck, donc c'est vrai que, ouais, c'est... Enfin, du coup, le ban, il est logique, parce que la carte, elle est pas fair-play pour notre format, en comparaison avec les autres compagnons qui sont les autres cartes Joker, en fait. Donc, désolé à ceux qui sont déçus de ça, mais il y a un moment, faut être logique aussi, quoi. S'il y en a qui se restreignent dans certains decks pour dire ah oui, bah, j'essaie de prendre la condition de mon compagnon pour pouvoir le mettre en 101ème carte, et qui se creusent la tête pour créer un deck qui va autour, certains seront plus faciles que d'autres, évidemment, mais il faut quand même se creuser la tête et avoir un deck qui correspond et tout, et ça peut entamer aussi un peu votre plan de jeu. Le fait d'avoir un compagnon qui dit ah bah non, il n'y a pas de restriction pour moi, c'est dégueulasse. C'est pas équitable. Voilà. Donc, l'Utrecht, je comprends qu'elle a été bannie. Ensuite, nous avons Obosh, le perce-proie. Donc pour 3 et 2 hybrides noir-rouge, c'est une monstruosité et horreur 3-5. Et à la compagnon, votre deck de départ ne contient que des cartes avec un coût converti de mana impair et des cartes de terrain. Si une source avec un coût converti de mana impair que vous contrôlez devrait infliger des blessures de permanent à un joueur, elle inflige le double de ses blessures à ce permanent ou à ce joueur à la place. C'est violent, hein? Ouais, c'est violent. En fait, c'est Gisela. Ouais. Gisela, mais uniquement pour les coups impairs, mais vu qu'il y a la restriction sur... Et que pour les joueurs. Ah non, permanent et joueur. Ah non, permanent aux joueurs, justement, oui. Donc voilà. C'est intéressant. Ouais. Je suis en train de modifier mon deck Graven en ce moment pour essayer de faire rentrer Obosh. On perd pas mal de trucs, mais en fait, bien souvent, quand vous allez avoir une idée de deck et que vous allez vouloir mettre les restrictions pour faire rentrer un commandant dedans, vous allez vous rendre compte que vous perdez des trucs. Mais il faut se dire, est-ce que le fait de perdre cette carte-là, ça vaut le coup comparé à ce que je vais réussir à avoir après grâce au compagnon, en fait? C'est ça la grande question à chaque fois. Pour l'instant, oui. Moi, dans ma construction, pour l'instant, ça va. D'accord. J'avoue que... Après, c'est un build très spécifique. Hein. Donc là, par exemple, pour Graven, ça va bien. J'ai un peu de mal à le voir dans autre chose. Parce que Zurgo Judith. Le gros Zurgo. Le gros Zurgo, ouais. Il coûte combien le gros Zurgo? Il coûte 7, je crois qu'il coûte... je vais regarder. Non, voilà, mais disons que dans les decks assez agressifs, je pense que... à partir du moment où vous savez que la majorité... Il coûte 5, ouais. Donc voilà, dans Zurgo, par exemple, 3 couleurs en mardu, ça a l'air assez violent aussi, parce que bon, c'est un commandant qui passe beaucoup sur les effets de...
les effets de... Enfin, juste le bourrage de gueule, hein, tout simplement. Donc, étant donné que lui-même est un sort de coup converti de mana impair, ça peut être pas mal, quoi. Ouais. Ouais. C'est mignon. C'est mignon, c'est sympa. Dans le deck, ouais. En tant que compagnon, ça va être compliqué. En tant que commandant, ça peut être sympa aussi. Mais tu disais, ouais, Judith aussi, c'est vrai que c'est pas mal, parce que Judith est à 3 mana. Ouais. En fait, c'est vraiment... Je pense que ce qui va désigner... Bon, là, on fait un petit topo sur les compagnons, mais ce qui va désigner, même s'il y en a encore, mais ce qui va désigner si vous le jouez en tant que compagnon ou pas, c'est juste à quel point ça va entamer votre plan de jeu dans votre deck si jamais vous devez respecter les conditions de construction. C'est ça. Voilà, mais bon, bah oui, faut voir. Vraiment, c'est... Il faut voir. Mais là, je pense que dans un deck plus agressif, c'est peut-être plus adapté. Ouais. Donc voilà. C'est une carte sur laquelle il faut la tester pour se dire si vraiment ça vaut le coup ou pas, quoi. Ouais. Voilà. Le suivant, c'est Umori, le collecteur, un limon qui coûte 4, dont 2 noirs-verts hybrides. C'est une 4-5 qui est le compagnon avec chaque carte non-terrain dans votre deck de départ partage un type de carte. Au moment où Umori arrive sur le champ de bataille, choisissez un type de carte. Les sorts du type choisi que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Bah ma foi, sympathique. Mais alors la restriction, wow. Bah, en fait, on est bien d'accord que là, du coup, t'es obligé de mettre que des créatures dans ton deck. Ben... Parce que t'as un commandant dans ton deck. Ouais. Il n'y a pas de commandant artefact Non. qui contiennent du vert et du noir. Non, mais tu peux jouer... si tu veux le compagnon. Planeswalker. Mais non. Ah oui, ouais. Ouais, tu peux jouer Planeswalker, ton commandant, et du coup mettre que des Planeswalkers dans ton deck. Alors là, par contre, bon courage, jouer... parce que... Bah, tu vas jouer Windgrace, parce que c'est le seul qui est tricolore, commandant dans ses couleurs. Qui a du noir-vert, et du coup, voilà. Ouais, bon courage, du coup. Ouais, ça veut dire que vous allez mettre quasiment que des créatures. Moi, tu sais où je le vois bien, là, en tant que commandant que compagnon, pardon. Je le vois bien avec Nitroy. Avec Nitroy, ouais, pourquoi pas, avec Nitroy, ouais, ça a l'air sympa. Parce que si tu le joues en version un peu réanimateur combo, basé sur le cimetière, avec tes combos c'est basé sur les créatures, Umori sera parfait dedans, quoi. Après, dans le deck en lui-même, sans jouer en tant que compagnon, Umori, ça m'a l'air d'être quand même une sacrée bonne carte. Parce que bon, on a un bon body, hein, c'est quand même une 4-5 pour 4 le machin. Ça bloque bien, en plus c'est un bon bloqueur avec une bonne force derrière. Et surtout derrière, en fait, c'est un effet à la clé des nuages, comme on disait. Hein. Ouais. Voilà, donc ça a l'air très intéressant. En artefact, voilà, et tu la joues dans Glissa. Ouais, pareil. Artefact, Glissa, baf. C'est parti. Mais du coup, c'est... Le jouer en tant que compagnon, à moins de jouer uniquement un deck full créature à cause de la restriction liée au commandant, parce que le commandant ne peut être qu'une créature ou un planeswalker. Et encore, les planeswalkers, comme on a dit, il n'y en a pas beaucoup qui sont tricolores. Donc voilà, à part jouer Windgrace en tant que commandant, ça va être compliqué. Donc ouais, c'est... Mais sinon, c'est intéressant. C'est intéressant mais même dans le deck, je pense. Ouais. Ah, même si t'aimes bien un peu te casser la tête pour deck builder des trucs... En fait, les compagnons peuvent avoir un petit effet ouais, attends, je vais essayer de monter un truc. Et même, j'ai envie de dire... gars qui dit j'ai envie de me casser la tête avec des cartes qui sont complexes. Ouais, mais regarde, on a souvent le cas sur le Discord de gens qui viennent et qui disent non, mais j'arrive pas à faire des decks où il n'y a pas ça. Ouais. Et bah, s'ils prennent comme restriction de se dire bah, je vais faire un deck avec ce compagnon-là, ouais. Ils pourraient découvrir des cartes qui seront... Et comme ça, on aurait pu, tu vois, c'est... oui, mais mes decks qui sont forts et mon playgroup, il se plaint, tu vois. Ouais, bah... Si vous avez cette impression-là, tournez-vous vers les compagnons, ils vont vous imposer des restrictions. C'est ça. Tout en gardant... Et je pense que ça peut développer aussi le skill de deck builder des gens, quoi. Totalement. Je suppose. Oui. Mais en tout cas, Umori, très intéressant. Le prochain est un peu moins intéressant puisqu'il nous concerne pas trop pour le coup du compagnon. C'est Yorion, nomade céleste, donc pour 3, 1 et 2 hybrides blanc-bleu. C'est une créature oiseau et grand serpent, c'est une 4-5 qui vole. Son compagnon, votre deck de départ contient au moins de 20 cartes de plus que la taille de deck minimale. Et quand il arrive sur le champ de bataille, vous exilez n'importe quel nombre d'autres permanents non-terrain que vous possédez et que vous contrôlez.
renvoyer ces cartes sur le champ de bataille au début de la prochaine étape de fin. Alors, bah déjà, on peut pas le jouer en compagnon. Non. Pourquoi? Parce Ça, c'est que le commandeur n'a pas de taille de deck minimale. Il a une taille de deck fixe. Donc voilà. Du coup, vous ne pouvez pas dire ouais, bah attends, je vais jouer 120 cartes dans mon deck. Comment? Non. Non. Ça fonctionne pas comme ça. Sinon, ouais, bon, il a des stats corrects. Quand il arrive, il fait quelque chose que cette paire de couleurs fait beaucoup, c'est blinker. Mhm. Mais là, tu fliques, donc c'est jusqu'à la fin du tour. Ou c'est l'inverse, je sais plus. Bref, il y a une distinction entre fliquer et blinker. Là, celui-ci, il y en a qui retirent de la partie et qui renvoient tout de suite. Ouais, il y a d'autres qui attendent la fin du tour. Comme Brago. Et là, celui-ci, par exemple, il va le renvoyer à la fin du tour. Il me semble que le blink c'est tout de suite, le flick c'est la fin du tour. Ouais. Voilà, si je me trompe, vous le direz dans les commentaires, hein, évidemment. Mais bah après, je pense qu'il y a des builds de runes qui seront contents d'intégrer ce truc. Ouais, même, sinon, même du Brago, hein, je veux dire. Ouais. Ça peut être intéressant parce qu'en plus, Brago peut le blinker lui, du coup, qui va blinker le reste du board également. Enfin, qui va le reblinker une deuxième fois. Bon, le fliquer, du coup, on pourrait dire. Oui, bah oui, c'est ça. Voilà, mais c'est assez intéressant. Les decks à Minato aussi. Ça peut être sympa. Voilà, je pense c'est une bonne carte dans le deck qui peut être cool. En tant que commandant, ouais. Pourquoi pas. Si vous voulez jouer un petit deck y a mieux, quoi. en Enter the Battlefield, en fait, ça peut être cool. Mais il y a mieux, c'est évident. Il y a Brago, voilà. Mais bon, après, si vous n'avez pas Brago, vous pouvez jouer Yorion à la place, quoi. Si vous voulez pas jouer avec du noir en plus, pourquoi pas. Je veux dire, je pense que c'est un commandant et une carte qui sont tout à fait potables, en fait, dans le format. Qui passe, qui pourrait s'intégrer très facilement dans vos decks Blink, Flick, du coup, du format. Enfin, moi, si j'avais des decks comme ça, parce que j'en ai plus malheureusement, je pense que je le jouerais assez régulièrement. Hein. Pour le tester, oui. Je le rentrerais dans les decks assez facilement. Ok. Oh, bon. Je trouve juste que pour le coup de mana, il y a mieux. On a mieux. Bah, on a d'autres effets qui font pareil, mais qui le font pour moins cher. Mais là, on a un body en plus, quoi. Et pas un body dégueulasse en plus. Donc voilà, c'est. Ouais. À voir. Et le dernier compagnon, c'est Zirda, éveilleur de l'aube. Un élémental renard qui coûte 3, dont 2 hybrides blanc-rouge. C'est une 3-3. Le compagnon, chaque carte de permanent dans votre deck de départ a une capacité activée. Les capacités activées que vous activez. Les capacités que vous activez, qui ne sont pas des capacités de mana, coûtent 2 de moins à activer. Cet effet ne peut pas réduire le mana de ce coup à moins de 1 mana. Et pour 1 en l'engageant, la créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Ok. Eh ben, ok. C'est très particulier pour du blanc-rouge, mais c'est très fort aussi, parce que ça rappelle tout simplement terrain d'entraînement, la capacité statique qu'il a. Celui qui réduit de 2 le coût des capacités activées de vos cartes. Familier du biomancien aussi. Famille du biomancien, voilà, en plus récent. On avait Hearthstone, mais qui touchait toutes les créatures du board, donc du coup, toutes les capacités activées, c'était... donc du coup, un peu moins bon. Alors après, honnêtement, on va faire un sort à ça tout de suite. La dernière capacité, elle est absolument inutile. Hein. Voilà, c'est pas trop utile, à moins que votre adversaire n'ait qu'une seule créature pour bloquer. Voilà, bon, et que vous devez faire un run pour la win. C'est sympa, on va dire, c'est le petit bonus, quoi. C'est vraiment le petit bonus qui peut être utilisé une fois de temps en temps. C'est un joker sur un joker, en fait. Mais honnêtement, j'aime bien le fait que, du coup, tout le monde doit avoir des capacités activées dans le deck. J'ai hâte de voir les restrictions possibles, en fait. Enfin, comment est-ce que tu deck build? Alors, est-ce qu'on le fait uniquement en blanc-rouge? Ou est-ce qu'on le fait avec d'autres couleurs si notre commandant contient d'autres couleurs? Ah, tu le mets en... Je t'embête pas, je pense que ça devient ton commandant. Tu peux le mettre en commandant, ouais. Parce que du coup, c'est vrai que... Enfin, capacité activée... Alors, je rappelle que les terrains ont tous une capacité activée qui dit qu'ils produisent un mana, à la base. Hein. Voilà, de la couleur des terrains de base et tout, ça existe. Donc voilà, c'est pour que vous paniquiez pas. Mais attends, mais mes terrains, ils font pas des capacités... Si, ils font du mana, donc du coup, c'est une capacité activée. Ça a quand même encore une tête de commandant qui va jouer avec des artefacts et qui est un peu cassé. Ouais, il y a quand même des trucs à faire à ce niveau-là, quoi. C'est une réduction de coût, c'est pas rien, quoi. On va le renommer, mais le monolithe, hein. Ouais, monolithe sinistre, de basalte. Non, de basalte, juste. De basalte. Tu tapes 3. Du coup, sur ces 3, t'en utilises 2 1 pour le dégager.
Après, techniquement, Monolith On a Sinistre encore... rentre aussi. Hein. Oui, mais Monolith Sinistre est plus dur à trouver maintenant. Hein. Oui, je sais. Et il coûte cher. Voilà, Oui, mais ouais, on est dans le même cas en fait. On peut faire du boui artefact. c'est ça, sauf que là, tu peux les Mhm. finir avec un Comet Storm. C'est Non, ça. pas Comet Storm, c'est quoi? Si, celui qui a le multi-kick. Ouais, Comet Storm. Oui, c'est Comet Storm, oui. bah voilà, tu peux les finir Mhm. avec quelque chose au moins. Ouais. Intéressant, intéressant. Ça fait peur. Hein. Tu peux le jouer encore une fois avec Balliste, parce que Balliste a des Tu capacités peux faire activées. baliste, tu peux... Ouais, c'est... Oh Ce là là, petit mon dieu. Firefox, là, il a du... Fou. Ouais, non, il y a des choses à faire avec. Hein. En tant que commandant, en tant Ouais. que compagnon, dans le deck directement, c'est peut-être un peu moins intéressant, parce que bon... si vous pouvez l'avoir en tant que compagnon, bah... Enfin, ou en tant que commandant, c'est pas mal, quoi. Mm. Ouais. Et je vais te laisser l'honneur de parler de la dernière carte. Je vais vous lire 2 noms. Le premier nom, c'est Godzilla, roi des monstres. Mais en fait, le vrai nom de la carte, c'est Ziltora, la force incarnée. Donc, on va faire une... Zilorta, bah, c'est ce que j'ai dit. Zilorta. T'as Oui. dit Ziltora. Ah, C'est pas grave. bon. Donc, Godzilla, le roi des monstres, et Zilorta, la force incarnée. Donc, en fait, c'était un partenariat qu'il y a eu entre Wizard et Lato, qui a le studio d'animation qui gère les licences basées sur l'univers de Godzilla. Et en fait, ils ont fait un partenariat où vous allez avoir énormément de cartes du set. Il y en a 16, je crois, dont celle-ci, qui sont des versions alternatives de cartes qui existent. Par exemple, bah, on en parlait tout à l'heure, le Giruda a une version alternative, sur Ouais. laquelle vous allez avoir un nom qui est issu de l'univers de Toho, et en dessous le nom Giruda. Mhm. Donc en fait, pour que la carte soit légale en tournoi, etc., ils ont mis le vrai nom de la carte en dessous. Donc on a affaire à un dinosaure légendaire 7-3 piétinement pour 3, un rouge et un vert. Les blessures mortelles infligées aux créatures que vous contrôlez sont déterminées par leur force à la place de leur endurance. Alors, Oh bordel. ce que ça veut dire, c'est que si par exemple un effet viendrait infliger une blessure à Godzilla, il se passe rien. Enfin, il a encore 3 d'endurance. On prend en compte les 3 d'endurance. 2 blessures, on prend en compte les 3 d'endurance. Et à partir de 3, étant donné que ce sont des blessures mortelles, on prend 7 en compte. Thibaut, est-ce que j'ai dit une bêtise? Voilà. C'est un peu compliqué. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que le wording est très complexe pour juste parler d'un élément très simple. C'est qu'en gros, à partir du moment. Enfin, en gros, on prend en compte la force et non pas l'endurance pour le nombre de blessures mortelles qui peuvent être prises par cette créature. Par les créatures que vous contrôlez. C'est juste que voilà, il est marqué qu'elle a 3 d'endurance, mais techniquement, elle en a 7 à partir du moment où ce sont des blessures qui lui sont infligées. C'est juste que si jamais elle prend un -3 par exemple, elle meurt, parce que techniquement ce ne sont pas des blessures, c'est juste une réduction de son endurance. Et du coup, comme elle n'a que 3 d'endurance, eh ben, elle va mourir. En fait, c'est tout simplement un Doran inversé. Ou Arcades aussi, dans le plus récent, qui disent que en fait, les créatures que vous contrôlez vont du coup infliger des blessures égales à leur endurance plutôt qu'égales à leur force. Et là, c'est pareil en fait. En gros, Godzilla dit vos créatures peuvent prendre des blessures jusqu'au maximum de leur force et non pas de leur endurance. Sauf, bah, du coup, dans le cas où ce sont des marqueurs -1, tout ce qui réduit l'endurance directement, bah, du coup, ça les tuera parce que ce ne sont pas des blessures, évidemment. Donc, c'était assez particulier et c'est pour ça qu'ils l'ont wordé comme ça. Mais en gros, Ouais. voilà, c'est le principe. Et je trouve ça, ma foi, plutôt pas mal. Ouais, c'est sympa. Ça change en fait. Ouais. Et du coup, ça permet encore une fois de se dire ah, mais c'est trop bien, du coup, on va pouvoir construire des decks avec toutes nos 6-1 nuls. Oui. Voilà. Toutes les 6-1 nuls, piétinement, célérité que tu dois sacrifier à la fin du tour. Bon Exactement. Bah, voilà. Ouais, enfin, après, tu continueras à les sacrifier. Donc, Bah, non, pas si j'ai un Sandial of the Infinite. Oui, c'est vrai. Voilà. Non, C'est vrai, mais c'est vrai. sérieusement. Non, mais c'est assez intéressant en fait. Ça demande un build autour. Et en plus, c'est la Biobox que vous aurez du coup si vous achetez une boîte de Ikoria. Voilà. Et elle sera sous cette forme-là, hein, vraiment. Le truc, c'est que du coup, Zilorta, en fait, on ne sait pas quelle est la carte originale. voilà. Quelle est l'illustration On originale. ne sait pas quoi il ressemble. La version de base n'existe pas. Mhm. Donc, intéressant.
C'est assez intéressant, ça demande un build autour. Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Bon, du coup, on a fait la review de tous ces commandants qui sont, ma foi, fort intéressants. Il y en a certains qui sont pas très bons, certains même bannis, pas jouables, et d'autres qui sont Trop fort. trop forts, d'autres qui sont entre les deux, qui sont vraiment sympathiques en fait dans leur Ouais. dans ce qu'ils proposent. Pour le coup, on a vraiment eu un petit peu de tout dans cette extension. On a vraiment des trucs qui vont du très moyen au très puissant. C'est ça. C'est bien, ça propose de la diversité un petit peu. Est-ce que tu Ouais, as y un en a commandant qui- préféré dans cette extension déjà? On en parle un petit Tu me prends de court. peu. Ah ah. Attends 2 secondes. Alors, il y en a deux, mais pour deux différentes raisons. Mhm. Bah vas-y. Alors, pour le flavor, et parce que je pense que je vais faire un build autour de ça. Parce que le thème, je trouve ça rigolo et que ce sera pas forcément un bon deck. C'est Kogla, le singe. Ouais. Parce qu'on est dans l'univers de Godzilla et des monstres, alors c'est rigolo. Voilà. Et puis, je sais pas, mono vert, je vais me battre avec le board en face et j'ai juste une grosse bête. Je sais pas, je trouve ça intéressant. Mhm. Et sinon, celle que je pense il va y avoir un deck qui va être fait avec, c'est Riel. Ouais, j'aime beaucoup Riel aussi, mais est-ce que je vais faire un deck autour? Je pense que non, je vais plutôt faire un deck autour des deux partenaires du deck recyclage et la mettre dedans. Ouais. Voilà. Mm. Mais après, en tant que commandant dans l'extension, je vais vous avouer un truc, il n'y en a aucun qui m'intéresse. Et là, c'est le pied de nez, et je dis, il y a des commandants forts partout, il n'y en a aucun qui m'intéresse. What? Non, en fait, ce qui m'embête un petit peu, c'est que cette édition, comme on a un power level assez conséquent, certains commandants qui sont beaucoup trop intéressants, en fait, du coup, ça m'intéresse pas trop. J'aime bien avoir des commandants qui sont vraiment originaux. Le Nitroid, j'aimerais bien le tester, mais bon, j'ai peur que ça soit un peu trop fort. Peut-être un Vadrock. Mais après, c'est vrai que Riel est intéressante aussi. Mais après, en compagnon, celui qui m'intéresse le plus, du coup, bah, je l'ai dit, c'est Giganta. Je pense que je vais voir pour faire quelque chose. Ouais, bah pareil, moi c'est. Bah là, je suis en train de finir la liste pour intégrer Obosh Mhm. dans mon deck Graven. Et après, ouais, ben. Lutri avait l'air mignon, mais on n'a pas le droit. Il y a le Firefox, Mais, le Zirda. Voilà, Firefox, c'est pareil, c'est assez fort. Ouais. Non, pour l'instant, je vais tenter Obosh, et même si ce sera pas très bien, au moins Mhm. j'aurais fait l'effort de construire mon deck. Yep. Il Je sera pense, un cran en dessous sur l'échelle de puissance, c'est tout. je pense qu'on est en fait dans une situation où il y a tellement de... Là, on a baigné dans des cartes commandeurs et tout dans tous Ouais. les sens, dans un nombre de commandants absolument hallucinant, hein. Entre Ouais. ceux réédités, les nouveaux, les partenaires qui existent, plus Ouais, du coup mais- tout ça, on a tellement baigné dedans que du coup, il y a un moment, il va falloir faire des choix, et le souci c'est que là, ben, ça devient compliqué, quoi. On a un paquet de commandants qui est arrivé. Alors qu'est-ce que ça va être dans Commander Legends à la fin de l'année? Oh mon dieu. Bah, il y en aura 3 fois plus que ça. On va décéder, je pense, hein. On va décéder. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'il s'intègre. Enfin, tu vois, par exemple, le général Kudro, bah, il va aller dans le deck Mardu, c'est obligatoire. Brokos, il va aller dans le deck Mutate. Ouais, il y a un apport dans les decks qui sont préconstruits dans Commander 2020. Oui, voilà. Il s'intègre dedans parfaitement, en fait. Mhm. Puisque les decks ont été faits en même temps que le set, donc... C'est intéressant, c'est vraiment Ouais. intéressant pour le coup. Mhm. Mhm. Il y a une synergie qui existe entre les deux sets, même s'ils sont séparés, on sent qu'ils ont été faits l'un en pensant à l'autre, quoi. Mhm. Et c'est bienvenu. Vraiment sympa. Bref, Ouais. bah du coup on va en rester là. On se retrouve du coup demain, enfin demain, peut-être pas demain, mais prochainement pour le deuxième épisode sur Ikoria avec l'analyse des autres cartes, parce que là, oh mon dieu, on a déjà fait le script, il est long, on va avoir beaucoup de cartes dont on doit vous parler. Alors si vous avez l'impression qu'on traîne un petit peu en longueur en ce moment, attendez-vous à 3 heures d'épisode la prochaine fois. Je plaisante. Mais voilà, en tout cas, on a beaucoup de choses dont on doit parler dans l'extension. Les commandants sont intéressants, mais il reste encore plein de choses dans l'édition Ikoria. Bref. Il y a des terrains. Il y a les terrains, on va en parler. Il n'y a pas que ça en plus, c'est ça le pire. Oui. Du coup, on vous dit à la prochaine et salut à tous, bye bye. Salut!